Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shadowscast, le podcast de la plateforme Shadows. Eh ben oui, ça faisait longtemps, on s'était un petit peu perdu de vue, vous et nous, pris dans la tourmente de la vie, dans la frénésie d'un quotidien fait d'obligations et de travail. Ah, vous et nous, c'est un peu comme un couple qui s'est beaucoup aimé et qui s'est perdu de vue et qui se retrouve à nouveau et tente de réanimer la flamme. Mais attendez, on dirait pas un pitch de comédie romantique, ça? Eh ben, la nature est bien faite puisque justement on célèbre ce mois-ci ce genre, mais bien sûr sous un axe horrifique, avec l'arrivée sur Shadows d'une excellente exclusivité Your Monster de Caroline Lindy qui vient de débarquer sur la plateforme. Cette petite perle de comédie romantique horrifique donc nous a donné envie d'explorer un peu ce sous-genre qui ne court pas les rues mais qui compte tout de même quelques sympathiques itérations. Et qui de mieux pour m'accompagner dans cette odyssée de l'amour que le plus romantique des métalleux recouverts de tatouages de films d'horreur, mon Aurélien Zimmerman à moi qui en plus est tout juste de retour d'une épique lune de miel. Si, du coup, je te demande pas comment ça va, mon Z. Et oui, ça va. Tu me demandes pas, mais je te dis ça va. Ouais. Très bien. Et oui, désolé, il n'y a pas eu d'épisode en mai, car Laurent, il est perdu sans moi. Il peut rien faire. Je gère ses plannings personnels et professionnels. Mais je suis de retour et j'ai couru dans tes bras, Laurent, au ralenti sous la pluie. Beau. Car on va pas se mentir, on a plus que besoin de love dans ce monde qui en manque cruellement en ce moment. Mais voilà, on va arrêter de se rouler des pelles, Laurent, parce qu'on n'est pas tout seul, on a une invitée. Vous gênez pas pour moi. Et si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous la connaissez sûrement déjà. Si vous n'écoutez pas régulièrement ce podcast, vous la connaissez sûrement déjà parce qu'elle fait plein d'autres trucs. Et si vous ne la connaissez pas sûrement déjà, abonnez-vous à sa super newsletter sur l'actu horrifique, achetez ses livres, allez la suivre sur Insta, la soutenir sur Patreon et surtout écoutez plus régulièrement ce podcast. Votre vie et le sien et les siens, j'arrive même plus à suivre tellement. J'en ai qu'un en ce moment. Il y a celui qui est rattaché à mon Patreon aussi, c'est vrai. Mais et tu fais des interventions souvent aussi. Beaucoup. À droite à gauche quoi. Ouais. Du coup j'ai perdu mon flow quoi. Ah pardon. Et donc oui, votre vie dans ce monde déprimant n'en sera que meilleure car son travail est drôle, intelligent et nécessaire. Bref, elle est parfaite, mais encore plus pour le sujet du jour, à savoir l'amour et le monstrueux, l'amour du monstrueux, puisque le 20 octobre prochain en plus sort son nouveau livre Monstrueuse et elle va nous en parler. C'est Taous Merakchi. Bonjour. Hello. Salut Taous. 10 octobre. Ah mince. Allez, on la refait. C'est plutôt. Oh l'erreur. Non, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça arrive plus tôt que prévu. Ouais, et du coup, c'est quoi ce livre ? C'est un essai autobiographique comme j'ai l'habitude d'en faire, parce que c'est à peu près tout ce que je fais pour l'instant, même si après ça, je me suis dit j'arrête de raconter ma vie, je pense que j'ai fait le tour. Je dis ça, mais on verra dans 2 ans. Et donc ça raconte mon rapport au genre, mon rapport à l'horreur et au monstrueux, et c'est en gros mon espèce de plaidoyer pour l'horreur. Pour expliquer aux gens qui se demandent pourquoi on s'inflige ça, à quel point ça nous fait du bien, pourquoi ça nous fait du bien, pourquoi je suis convaincue que c'est l'horreur qui fera de nous des meilleurs êtres humains, que c'est l'horreur qui nous apprend l'empathie, à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre les autres, parce que c'est le seul genre qui aborde absolument toutes les questions et tous les tabous qui nous obsèdent. Et donc je fais une espèce de parcours à travers des moments clés de vie comme l'enfance, l'adolescence, la maternité, le couple. Voilà, ça parle d'amour, de cannibalisme, de fantasmes étranges, de vouloir tuer son enfant alors qu'on aime son enfant, des questions sympas qu'on retrouve pas beaucoup dans les médias mainstream. Voilà, je me rends compte que je le vends de façon vraiment extraordinaire. Oui, mais vraiment. non, plus je rigole pas. Mais voilà, donc Ça me donne envie de te dire là tout de suite en direct que ça vaudra peut-être le coup de faire un petit podcast sur le sujet quand il sortira. Ah avec plaisir. Voilà. À fond. Et puis moi en plus ça fait maintenant peut-être quasiment 1 an que je suis abonné à ta newsletter. Mm-hmm. Et vraiment elle est mortelle. Je vous conseille d'aller vous abonner, c'est via Patreon de toute façon. Ouais, c'est ça. Patreon. Et donc c'est hebdomadaire et c'est toute l'actu de l'horreur. Tous les dimanches qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois malade, en congé, peu importe, c'est rarissime que je rate une édition parce que j'adore le faire. Donc c'est la première fois de ma vie que je suis aussi constante sur un truc. Ce qui me rend très fière parce que vraiment c'est un peu tout ce que je voulais faire depuis des années quoi. Est-ce qu'on pourra prendre une photo de ta casquette pour annoncer le podcast ? Absolument. Parfait. Vous verrez. Ah oui, c'est parfait. C'est ma casquette de propagande. J'ai un briquet qui dit la même chose, j'ai des stickers chez moi aussi. Enfin bref, c'est vraiment mon obsession, c'est convaincre les gens de regarder plus de films d'horreur. Mais c'est ça qui est trop cool parce qu'en plus, tu as vraiment ce ton et cette forme où tu arrives à la fois à essayer d'initier les gens qui ne connaissent pas trop
et à la fois on est aussi entre potes, entre gens qui kiffent ça, et voilà, il y a cette espèce d'équilibre qu'on va retrouver dans ton livre, je pense. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment, ça s'adresse aux gens qui sont déjà convaincus et à ceux qui sont curieux et curieuses, donc en espérant rassembler tout ce monde-là, parce que même si on connaît les films d'horreur par cœur, c'est pas un film qui raconte l'histoire du cinéma d'horreur, on va pas apprendre grand-chose, mais par contre je pense qu'il y a des passages où on se dira mais oui, voilà, c'est ce que je pense depuis le début et personne n'avait dit encore, et donc j'essaie de dire les choses que les gens pensent et qu'ils n'ont pas forcément réussi à verbaliser encore sur ce sujet-là. Mais ouais, c'est trop bien, parce qu'en plus souvent en discutant avec des gens, quand on leur dit qu'on aime les films d'horreur, on se rend compte que il y a des fois une espèce de barrière, et en fait même des fois quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'ils disent qu'ils aiment pas, mais en fait c'est qu'ils connaissent pas vraiment. Exactement. Et ils te disent des fois même ah ouais mais j'adore ce film par exemple, mais c'est pas un film d'horreur. Exactement. Bah, si, parce qu'ils aiment bien, ils pensent que les films d'horreur c'est que des trucs qui sont pourris. Exact. Et surtout sur le cinéma d'horreur, alors c'est marrant parce que j'en parle dans le bouquin et ça colle avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que sur les genres de cinéma, il y en a quelques-uns sur lesquels il y a un jugement intellectuel, comme par exemple les comédies romantiques ou les films d'action par exemple, mais le cinéma d'horreur, c'est le seul sur lequel il y a un jugement intellectuel et moral. C'est alors, à part la pornographie évidemment, mais dans ceux qu'on peut voir au cinéma en tout cas, c'est le seul genre où quand on dit j'aime les films d'horreur, les gens peuvent avoir un jugement moral sur nous, ce que je trouve aberrant. C'est arrivé un peu sur la comédie romantique. Je trouve que depuis MeToo, la comédie romantique est plus du tout la même, et que la structure des comédies romantiques a été un peu annihilée. Complètement. Mais voilà, il a fallu quand même un événement sociétal. Que sur le public des films, parce que le public des films, les comédies romantiques, c'est souvent les femmes, et on les jugeait idiotes et naïves de regarder des. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment sur le public où il y a un jugement intellectuel, et là c'est intellectuel parce que les films d'horreur c'est bête, et moral parce que les films d'horreur c'est forcément nocif. Moralement douteux. Voilà, exactement. Et que si tu regardes des gens mourir, ça veut dire que tu as envie de tuer des gens. Bien sûr, c'est bien connu. Voilà. Alors d'ailleurs, on a tous envie de tué tuer des gens autour de cette table. Moi 5. Voilà. Ah ouais, putain, joli. C'est ton body count, mais ton vrai. Le vrai body count. Je crois que c'est mon autre body count aussi en vrai. Non, oh là là. Bon, allez, on en est là. On va appeler Madame Zimmer. On change de podcast. Oh bah cela dit, ça reste dans le thème encore. Hein. Tout à fait. Tout est cohérent. Et oui, d'ailleurs, donc arrête avec tes gros coudes sur la table. Le prétexte de ce sujet aujourd'hui. Désolé, ce ne sera pas un podcast d'ASMR, c'est sûr. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on avait déjà fait un épisode sur l'amour et l'horreur, parce qu'on l'avait enregistré, le deuxième, à la Saint-Valentin. Mais donc on s'est dit, est-ce que c'est. Mais c'était tragique, pour le coup. C'était vraiment, on parlait d'amour tragique. Oui. Ouais. Et puis c'était pas la rom-com horrifique. C'était vraiment l'amour dans le cinéma de genre. Quoi. Ouais. Oui, voilà. Donc on s'est dit, est-ce que parler de la mouche. On va se battre. Et donc on avait peur de se répéter un peu, mais là voilà, c'est vraiment le côté rom-com horrifique, donc reprendre le code de la rom-com en y ajoutant de l'horreur. Donc on va vous parler des films qu'on a choisis, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir mettre en avant aussi Your Monster, qui a donc initié cette thématique, qui est sorti sur Shadows, ce vendredi 27 juin, qui est un film de Caroline Lindy avec Melissa Barrera et Tommy Dewey. Tout à fait. Dewey, je ne sais pas. Dewey. Où on suit donc une actrice, Laura, qui, après une rupture difficile et un diagnostic de cancer, retourne dans son ancien appartement, où là, elle va découvrir que dans son placard se cache un monstre, notamment son monstre du placard, en fait, qu'elle voyait enfant. Il va s'avérer qu'il n'est peut-être pas si terrifiant que ça, et qu'il va comprendre sa douleur un peu mieux que les gens qui l'entourent. Tout à fait. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Ouais. C'est déjà beaucoup, je trouve. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est le synopsis et c'est la BA, donc c'est pas du spoil, quoi. Mais le film c'est tout ça, donc en version comédie romantique, mais c'est plus aussi, mais on ne peut pas vous dire pourquoi. C'est une raison de plus pour le découvrir. Alors, du coup, j'ai fait la présentation du film à une avant-première cette semaine. Parfait. Du coup, j'ai pas mal de trucs à dire parce que j'avais un petit peu fouillé le sujet. Il y a une anecdote sur l'enfance de la réalisatrice Caroline Lindy qui est très parlante. Quand elle avait 3 ans, ses parents l'ont emmenée voir une représentation théâtrale de La Belle et la Bête. Et ils se sont installés au balcon. Et en plein milieu de la pièce, Caroline Lindy, 3 ans, a décidé d'enjamber la balustrade et de sauter en bas pour aller sur la scène, pour aller réconforter le monstre. Parce qu'elle était trop triste de ce qui lui arrivait. Heureusement, ses parents l'ont rattrapée, donc elle n'est pas morte. La preuve, elle a fait des films. Mais il a fallu lui expliquer que du coup, ce qu'elle a vu, c'était de la fiction. C'était des gens sur scène qui racontaient une histoire. Et là, elle s'est dit, mais ça, c'est ce que je veux faire quand je serai grande, raconter des histoires. Elle était prête à mourir pour l'empêcher. Charmants. Voilà. Raconter des films avec des monstres charmants. C'est exactement ce qu'elle a fait une trentaine d'années plus tard. Alors ça, c'est un premier lien assez fort entre son vécu et le film. Il y a un deuxième lien entre son vécu et le film qui est
plus triste, c'est que la situation de départ du film, c'est-à-dire la maladie, l'homme qui la quitte, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Elle a vécu exactement la même chose, elle a eu un cancer, elle a subi une opération très lourde, elle était très amoureuse d'un homme à cette époque-là. Cet homme s'est dit, bah non, moi j'ai pas envie de traverser ça, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, en fait surtout un gros connard. Et voilà. Et donc tout le film parle vraiment d'une situation réelle, et c'est à partir de la tristesse, de la dépression, puis surtout de la colère qu'elle a ressentie devant cette situation, qu'est né le scénario du film. Et vraiment, elle insiste sur le fait, et je trouve que c'est vraiment le plus bel aspect du film, c'est de transformer la colère féminine, le regard sur la colère féminine à l'écran, parce que moi, d'aussi loin que je me souvienne des films avec lesquels j'ai grandi, la colère masculine du héros, elle est justifiée, elle guide ses pas, elle est morale. Même si elle transcende la moralité, en fait, il le fait quand même parce que voilà, il faut qu'il venge quelqu'un qui lui est cher. Quand une femme est en colère, elle est hystérique la plupart du temps. Et c'est vraiment un schéma de merde qu'il fallait absolument changer. Je dis tout ça pour faire mieux passer mon film tout à l'heure. mais voilà, donc vraiment, c'était ce qui était au cœur du film, et je trouve que c'est vraiment ce qui est génial avec le film, c'est qu'il fait passer plein de choses d'une façon très douce, très pop, très acidulée, sans forcer le message. Ça reste un film ultra distrayant, super fun, émouvant, qui déstabilise aussi à certains moments. Et je trouve que c'est vraiment un excellent film. J'y allais à reculons, moi personnellement, parce que la comédie romantique, c'est un genre qui m'intéresse, qui me distrait, mais pas plus. Et c'est pas que j'ai un jugement, c'est que les mécanismes de la comédie romantique sont tellement identifiés, autant que les films d'horreur, certes, mais il n'y a pas de mort, donc ça m'intéresse. mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le schéma me saoulait un petit peu, et je trouvais qu'il y avait trop peu de films qui le renouvelaient. Et là, c'est mieux que le renouveler, ça les retourne comme un gant, et c'est assez génial. Bon. C'était mon plaidoyer pour Your Monster. T'as pensé quoi du film ? J'ai adoré, parce que évidemment ça me parle aussi d'un point de vue personnel, parce que j'ai déjà raconté cette anecdote, je la raconte aussi dans mon livre. C'est que moi j'ai vu La Belle et la Bête au cinéma quand j'avais 4 ans, et à la fin du film ma mère m'a retrouvée en larmes. Elle s'est demandé pourquoi, et je lui ai dit que c'était parce que le prince il était moche et que je voulais qu'il reste en mode bête, parce que j'étais tombée amoureuse de la bête. Et en plus, j'ai eu un cancer aussi. Donc, mon mec est resté avec moi. Par contre, il a été super, pas de problème. Mais il y a des statistiques, et je les ai pas en tête, mais il y a des statistiques sur les femmes qui se font quitter par leur partenaire, où c'est genre 7 fois plus élevé, je crois, que pour les hommes. Enfin, c'est une vraie tendance. Les femmes malades se font quitter plus facilement que les hommes. Donc, ça m'étonne pas. Je connaissais pas ces anecdotes-là, mais ça m'étonne pas du tout. Ça se sent que c'est un film sincère et qui vient pas juste d'une idée de genre « Ah, ça pourrait être marrant, si ». Et puis voilà, en tant que monster fucker fier et très, ça fait pas longtemps que je l'assume, mais voilà, je l'assume maintenant. C'est un film qui me parle, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à pencher un peu vers cet amour des monstres, parce que et notamment quand tu es une femme hétérosexuelle, en fait, être une femme hétérosexuelle, c'est sortir avec des monstres potentiels. C'est que tu sais, tu sais jamais si là au moins c'est clair, c'est un monstre, ça se voit, il le dit, il y a pas de. Et encore, c'est un monstre en apparence. Mais le vrai monstre, c'est bien sûr. Mais surtout, et dans la vraie vie, c'est l'inverse. C'est juste, ah tiens, il a l'air sympa. Ah non. Là, au moins, je préfère l'inverse. Et je pense que c'est pour ça aussi que la dark romance et tous les livres de fantasy avec des meufs qui tombent amoureuses de bêtes à tentacules et à cornes et à je ne sais quoi sont aussi populaires en ce moment. C'est parce que vraiment, il y a ce truc de au moins là, on sait à quoi s'attendre. Mais c'est pas affiché, c'est ça. Parce que c'est écrit sur l'emballage. Justement, en opposé au monstre dans le film, il y a donc le vrai monstre de l'histoire qui est son ex-petite amie, et qui est en tout cas bien sous tout rapport, très dandy, très beau gosse, et qui en plus est un mec qui a envie de parler de féminité, de féminisme et des femmes. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc très pertinent et subtil justement, et très vrai dans comment elle dépeint la masculinité toxique, de justement ces mecs qui, parce qu'ils se disent féministes, qui parlent de ça et tout, mais en fait c'est juste un prétexte pour eux se mettre en avant et eux briller. Et donc dans le film, son ex-petit copain écrit une pièce de théâtre avec des femmes, pour des femmes, qui parlent de la femme avec un grand F, mais on voit au cours du film que c'est vraiment un prétexte pour parler de lui, pour lui se mettre en avant. Et puis je crois que c'est même plus prosaïque que ça, c'est aussi juste pour pécho, quoi. Bien sûr. Oui, bien évidemment. Mais c'est marrant parce que j'ai entendu plusieurs conversations, et j'en ai parlé avec des meufs autour de moi aussi, et il y a une tendance qui est en train d'être observée en ce moment entre nous, qui est qu'on a plus tendance maintenant à se méfier des mecs qui se disent éveillé, déconstruit et compagnie, et on va limite préférer un mec un peu bas du front, qui est encore dans des vieux clichés, mais à qui, quand on lui explique, dit « Ah ouais, tiens, j'y avais jamais pensé, merci », et qui évolue là-dessus, un peu plus bourru, un peu plus ouvertement j'adore dire bite couille chatte, et après quand tu lui dis « Ah mais tu sais, en fait, moi ça me pose problème parce que si ça », « Ah ouais, ok, bah j'arrête ».
plutôt que les mecs qui sont c'est le fameux cliché du mec qui lit Mona Chollet et qui ferme jamais sa gueule. Quoi. Déconstruit entre guillemets, voilà, et ça. Qui justement ont compris un peu ce système de pensée. Enfin, ils l'ont pas vraiment compris, mais ils se l'accaparent pour pouvoir entre guillemets piéger les meufs et se faire. Ouais, ça c'est terrible. Et il y a vraiment un truc qui est en train de s'inverser. Avant, il y a quelques années, quand on voyait des mecs comme ça, on se disait ah, et maintenant c'est plutôt qu'est-ce qui se cache là-dessous. Est-ce que tu parles beaucoup ou est-ce que tu agis? Je prépare mon red flag, on va voir. Exactement. Okay. J'ai l'impression qu'il y a que les flags sont tous raides marrants. Maintenant, c'est ça qui est triste. Hélas. C'est compliqué. Exact. Mais donc, oui, c'est vraiment un super film. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, ça parle avec un ton très juste de cette rage féminine et que le film dit bah non, vous n'êtes pas folle, vous avez le droit d'être en colère. Et Mélissa Barrère, d'ailleurs, elle interprète ça de façon superbe. C'est une actrice que j'aime de plus en plus, vraiment. Pareil. Elle est incroyable. Dans Abigail, je l'avais adorée Pareil. aussi. Alors que dans le premier Scream, je l'avais trouvé nul à chier. Ouais, le rôle est peut-être un peu moins intéressant. Peut-être, mais déjà dans le deuxième, elle a été un peu plus animée. Mais c'est vrai que plus je la vois et plus on lui permet de jouer sur un éventail large, plus elle est intéressante. Alors que... Et d'ailleurs, elle est très drôle, quoi. Genre vraiment, en fait, dans la première partie du film où elle est vraiment en mode dépression, à manger de la glace sur le canapé, Bridget Jones, je trouve qu'elle est hilarante, quoi. Et tu sens qu'elle s'éclate. Tu sens qu'elle s'amuse beaucoup. Justement, elle disait en interview qu'elle n'était pas habituée aux films indépendants. Alors en plus, elle a eu un souci, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a été peut-être la première actrice hollywoodienne à défendre la Palestine. Et à se faire virer pour ça. Et à se faire virer pour ça. Et je ne sais pas si c'est pour ça qu'après, elle est allée faire Your Monster, qui est un petit film indépendant. Peut-être que c'est lié. En tout cas, elle a dit qu'en découvrant les tournages de films indépendants, elle avait vraiment ressenti un truc complètement différent des trucs hollywoodiens, puisque c'est vraiment des tournages où tout le monde est au service du film, où on bosse pour beaucoup moins cher que sur un tournage hollywoodien, et parce qu'on a envie que le film se fasse, et que il y a vraiment un esprit de corps qu'elle n'avait pas vécu sur les films hollywoodiens. Et c'est vrai qu'on la sent vraiment à fond dans le film. En plus, elle a eu la chance, entre guillemets, c'est d'avoir la source de son personnage prête à lui donner toutes les indications les plus justes possibles, puisque c'est exactement ce qui est arrivé à la réalisatrice. Donc j'imagine que le tournage a dû être très fusionnel entre les deux. Et non, elle est géniale. Moi aussi, je découvre vraiment une facette d'elle avec ce film, et je la trouve en effet très 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 Elle a une palette de jeux qui parce que je disais un peu un parti un peu humoristique et tout, et puis plus le film avance, plus il y a un côté dramatique et une espèce de sensibilité à fleur de peau qui sort. Elle est super. Ouais, je pense que vraiment on fait la progression avec elle, quoi. Elle nous emmène dès le début, on fait putain vraiment moche. Moi aussi j'ai envie de pleurer pour elle, et puis plus ça va, plus on sent la rage monter, et bon. Après, voilà, j'en dis pas plus, mais... Ouais, et puis même dans son écriture, le film arrive à éviter pas mal de clichés de comédie romantique qu'on se dit on voit venir, et en fait ça se passe pas tout à fait comme ça. Je pense notamment aux gens qui l'entourent et tout, il y a des patterns qui sont déjoués. Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est un premier long, donc c'est assez balèze, et elle adapte un court-métrage du même nom. Tout à fait, elle avait fait 5-6 courts-métrages, elle avait fait le court-métrage Your Monster en 2020, et elle a repris l'acteur qui joue le monstre, c'est déjà lui dans le court-métrage. Il est génial. Il est vraiment cool, très très bon. Et ouais, je dirais c'est pas vraiment une rom-com horrifique, mais plus une rom-com fantastique, parce que l'horreur est assez peu présente. En fait, elle est présente, enfin, encore une fois, on peut pas trop en dire. On peut pas trop en dire. Elle est présente, elle est beaucoup plus psychologique que graphique. Voilà, c'est ça. Mais elle est présente, mais on s'en aperçoit. Voilà. Bref. Et puis c'est pas une rom-com de couple, c'est vraiment une rom-com d'émancipation en fait, de rencontre avec soi-même. D'émancipation. Et la scène finale est incroyable. Ouais, c'est clair. J'étais vraiment dedans. Et en plus, ce point final vraiment, je suis resté devant ma télé, bouche bée, en me disant ah oui. Ah d'accord. Oui, c'est pas du tout le film qu'on m'a vendu. Okay, d'accord les gars, bien joué. Ouais, ça m'a vraiment cueilli. Je pense que j'ai passé 15-20 minutes à me dire et après, du coup, à essayer de me projeter. Non, franchement, c'est très très fort. Et moi, je suis très pressé de voir ce que va faire Caroline Indy après. Parce que au-delà d'être très bien écrit, très bien incarné, très pensé, avec un sous-texte ultra pertinent et super bien amené, le film est beau visuellement, ça a de la gueule, c'est très enlevé au niveau de la mise en scène, au niveau du rythme. Franchement, moi je trouve ça vraiment un accomplissement total. Je suis très triste que le film soit pas sorti en salle. Je pense qu'il avait vraiment une chance. Le problème étant qu'il y a eu un gap entre la sortie US et la sortie américaine qui fait que malheureusement l'industrie fait que il y a des sorties qui sont plus très viables à partir du moment où le film est dispo sur des endroits pas légaux depuis longtemps. Mais heureusement qu'on est là. Voilà. mais en tout cas, ça aurait vraiment ça aurait une belle gueule en salle, je trouve. Ouais, ça aurait fait un bon film de date, et puis aux États-Unis, t'imagines vraiment le film de drive-in, quoi.
J'ai envie de manger du popcorn et essayer de tenir une main discrètement, genre commencer par un auriculaire. Et en plus, pour le coup, ce serait un bon film de genre pour les gens qui n'aiment pas vraiment le genre. Enfin, là, vraiment, on est sur un truc tout public avec des trucs qui secouent un petit peu, mais gentiment. C'est très accessible. Et, c'est très accessible et c'est quand même une petite porte pour entrer là-dedans. Pour des films un peu plus, on va dire, vénères, comme ceux dont on va parler. Exact, quelle transition magistrale. Voilà, donc Your Monster, dispo sur Shadows à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc n'hésitez pas, foncez. Vous nous en direz des nouvelles. Venez nous voir en com. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On a très envie d'entendre votre avis. Et qui arrivait d'ailleurs en même temps, même si on ne va pas se télé sur celui-ci, mais sur The Severed Son. Qui est une petite série B de folk horror qui est très sympathique aussi, donc en exclu sur Shadows. Pas vu encore. Voilà. Très bien, il y avait une mouche sur mon papier. Oui, j'ai vu. Bon, c'est le moment des traditionnels petits papiers. Allez, vas-y. C'est moi qui Main pioche. innocente. Qui commence? Laurent. Laurent. Bon. Voilà. Adieu, chers amis. Adieu. Faut savoir que Taous a fini le film de Laurent ce matin et qu'on recevait des messages dans le groupe WhatsApp très gratinés. J'ai choisi, fort facétieusement, j'ai envie de dire, de vous parler d'un film de 2008 qui s'appelle Sex Addict en français, Bad Biology en titre original, un film de Frank Henenlotter. Alors déjà, je vais commencer par vous parler de Frank Henenlotter. C'est un réalisateur qui est actif dans le cinéma de genre américain underground depuis le début des années 80. Lui, il a grandi à New York avec une caméra Super 8 de papa dans les mains dès son plus jeune âge et fasciné par le cinéma. Puis la 42e rue, dans sa jeunesse, la 42e rue, c'était le temple du cinéma d'exploitation, alternatif, indépendant, les films qu'on ne trouvait pas dans les grands multiplex, en tout cas dans les salles plus respectables. C'était toutes les micro-productions de genre ultra sleazy, très border, qui venaient garnir tous les cinémas de cette rue réputé, en tout cas à l'époque près de Giuliani, pour être un endroit très mal famé. Et donc lui, il a découvert tout un pan complètement psychotronique et fou du cinéma américain indépendant et notamment horrifique. Et il y a pris goût et un jour, il a décidé de le faire lui-même. Et c'est comme ça qu'il a réalisé son premier film en toute indépendance, Frères de sang, en 1982. Il est allé voir des salles justement de la 42e rue en disant j'ai fait ce petit film, est-ce que ça vous tente les gars, vas-y, on peut le passer. Il savait qu'il allait trouver une salle vu l'offre pléthorique qu'il y avait à l'époque. Il a trouvé une salle. Il se trouve que le film a été un carton et qu'il est resté 2 ans à l'affiche dans le même cinéma, dans Séance de minuit. Et puis il a enchaîné sur d'autres films devenus extrêmement cultes. Alors bien sûr, il y a eu Frères de sang 2, plus réussi que le premier. Des années plus tard, il y a eu Frères de sang 3, là, un film dont il a perdu le contrôle et qui était assez cata. Il y a eu le génial Elmer, le remue-ménage, en 1982. Moi, c'est vraiment un film dont j'ai un souvenir assez ému parce qu'il est passé au Grand Rex. Ce titre français. Ouais. C'est quoi le titre anglais? Brain Damage. Brain Damage. Attends, c'est quoi le titre français? Elmer, le remue-ménage. Waouh. Et moi, j'ai un souvenir ému de ce film. Alors, dans mon souvenir, j'étais 82, peut-être qu'il est sorti en 83, j'avais donc 7 ans. Et on avait mangé avec mes parents dans un restaurant en face du Grand Rex. Et je me rappelle qu'il y avait une immense affiche d'Elmer le remue-ménage sur la façade du Grand Rex avec ce visuel du mec qui se prend la tête et qui crie et de l'espèce de verre là, chelou qui ressemblait à moitié à un caca, à moitié à une bite. On va en reparler. Et je m'étais dit, mais je veux voir ce film. Et mes parents me disaient, non, tu n'iras pas voir ce film. Frankenhooker en 1990. Voilà. Oui. Donc un réalisateur vraiment extrêmement intriqué au cinéma d'exploitation parce que c'est son sang. Voilà. Quand il a arrêté de réaliser des films au début des années 90 parce que pour lui le système de production américain avait tellement évolué dans une direction qui niait le principe même de cinéma indépendant et libre, il s'est mis à travailler pour un éditeur vidéo très important justement pour l'histoire de l'exhumation du cinéma d'exploitation, c'est Something Weird Video, un éditeur pour lequel il a d'abord fait du travail éditorial, puis dont il est devenu un des directeurs. Il a réalisé des documentaires après, mais il a quand même voulu, un jour s'est dit, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de film, et donc quand Bad Biology, Sex Addict sort en 2008, ça fait 15 ans qu'il n'a pas réalisé de film, le Franck, et je pense qu'il revient avec l'envie de foutre le bordel un petit peu. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une femme avec 7 clitoris.
qui souffre d'une libido extrême qui la pousse parfois au meurtre. Elle pense toutefois que sa vie va enfin changer quand elle rencontre un homme qui, lui, impuissant après un accident lors de sa naissance, en gros on lui a coupé une partie du sgeg à la place du cordon ombilical, c'est une erreur un peu embêtante, a fini dans son adolescente par s'injecter tellement de croissance d'hormones dans le sexe que ce dernier est devenu non seulement surpuissant mais aussi monstrueux et doté d'une conscience autonome, au point à un moment donné de se faire la malle, voilà, pour faire des trucs pas cool. Voilà, c'est un pitch, ma foi, moi j'aime bien. Hein, c'est un pitch complètement fou. En train de perdre Taous. Alors, j'explique pourquoi j'ai choisi le film. Okay. Après, je laisserai Taous me démolir. Voilà. Alors déjà, j'avais envie de parler du cinéma Frankenheimer. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur assez important dans le cinéma de genre et qui a perdu... on va dire, le cinéma d'exploitation américain des années 60-70 et leurs descendants, c'est vraiment quelque chose qui est tombé vachement sous le radar. Je trouve que c'est plus des genres qui sont cités. Maintenant, on cite le bis italien, choses comme ça. Mais ça, je trouve vraiment un courant très très important dans le développement de l'horreur et qui est tombé complètement dans l'oubli. Donc déjà, Henenlotter, j'avais envie de le remettre sur le devant de la scène. En plus, c'est quelqu'un d'adorable. J'ai eu la chance de l'interviewer 2 fois et c'est vraiment un mec d'une générosité sans limite. C'est important à signaler. Et puis, j'adore... je suis très content d'avoir choisi Bad Biology pour faire un truc sur la comédie romantique parce que c'est un schéma de boy meets girl. Oui. Une fille a un problème, elle rencontre le mec parfait et on a tellement envie qu'ils finissent ensemble. Ça va pas se passer comme ça. Mais on vous dit pas ce qui se passe. Enfin, on va être un petit peu obligé d'en parler. Déjà, voilà, j'avais envie un petit peu de jouer au Joe Mauvais Garçon avec ce choix de film. Quel troll. Aussi parce que j'aime que le film soit à nouveau un film extrêmement indépendant, mais c'est du cinéma indépendant new-yorkais des années 2000. C'est plus le cinéma indépendant new-yorkais des années 60-70. Le film est produit par un rappeur, R.A. The Rugged Man, qui est un fan de cinéma d'horreur et qui a eu envie d'aider Frankenheimer à faire son film. Du coup, il y a des caméos assez rigolos comme R.A. The Rugged Man, mais aussi Tina Krause, qui est une screen légendaire du cinéma d'exploitation très bis américain. Et puis aussi, je trouve qu'il faut savoir que Frankenheimer, il y a une thématique qui parcourt quasiment toute sa filmo, c'est l'addiction. Il a lui-même été accro à la cocaïne pendant très longtemps, il a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Elmer, le remue-ménage, ne parlait que de ça, et c'est un film qui a été fait au pic de sa dépendance à la drogue. Et là, dans Sex Addict, malgré tous les côtés problématiques du film, et j'en suis fort conscient parce que c'est un film pré-MeToo, c'est un film totalement exploitation, et on est d'accord que le cinéma d'exploitation des années 60, 70, 80 ne résiste absolument pas au changement de paradigme mental de l'ère post-MeToo. J'en suis conscient et je le comprends, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand vous verrez le film, si vous avez envie de le tenter, dites-vous que c'est un film d'une autre ère, mais quand même, c'est aussi un film qui parle de l'injonction à la performance, l'injonction à être le modèle d'accomplissement sexuel que notre sexe nous pousse à être. L'héroïne, parce qu'elle a cette clitoris, a du coup des traits féminins exacerbés qui deviennent des caricatures. Elle se reproduit à une vitesse grand V, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a un rapport sexuel, son métabolisme fait qu'elle accouche d'un enfant difforme au bout d'une demi-heure. 2 heures, voilà. Tu l'as vu plus récemment que moi, c'est pour ça. Et puis, au fur et à mesure, en fait, elle est persuadée qu'elle est tellement... que son plaisir est tellement important qu'en fait, il faut qu'elle enfante un enfant de Dieu parce que c'est le seul, peut-être que Dieu sera la seule personne capable de lui donner le plaisir absolu. Et en fait, du coup, c'est comme ça, voilà, c'est un... Gilles Esposito de Mad Movies avait écrit un très bon article sur le film, il disait qu'elle était l'exemple suprême de la maman et la putain en même temps. Et je trouvais que c'était très juste. Et puis à côté, on a ce personnage masculin qui, lui, naît sans virilité, entre guillemets, et qui passe sa jeunesse à souffrir de cette absence de virilité en comparaison des modèles de virilité et qui en devient tellement obsédé à l'idée de devenir la virilité incarnée qui va beaucoup trop loin. Donc je trouve que le film est intéressant dans sa façon de jouer sur ces codes-là. Maintenant, c'est aussi un film d'exploitation qui a un concept de cinéma ultra bis et qui va jusqu'au bout pour le meilleur et pour le pire. Ça donne des scènes hilarantes. Oui. Je pense que tu t'en souviendras longtemps et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Si vous avez jamais vu un pénis mutant ambulant se faire réanimer au bouche à bouche, c'est là que vous le verrez. Ça donne aussi des clichés assez dingos de scènes coïtales dont on aurait pu se passer. En même temps, il faut bien
que ce pauvre sexe mutant fasse son affaire. Mais c'est sûr qu'il est tombé dans un immeuble. Il est tombé dans un immeuble avec que les actrices porno qui prennent des douches. Incroyable. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est un film difforme, mal poli, malaisant, trash, qui renoue vraiment avec le côté fondeur du cinéma d'exploitation. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'avais envie de mettre en avant. Et puis je trouve que finalement tous, on a choisi des films qui vraiment sont des comédies romantiques, surtout vous, mais moi un petit peu aussi quand même, en tout cas qui a un schéma, mais qui vraiment les baigne dans l'horreur à fond. Et je trouve que c'est intéressant, et même si j'adore Your Monster, on a eu des choix beaucoup plus radicaux en la matière, et en plus en fait il n'y en a pas tant que ça. Oui, il y en a pas. Ouais. Des bons films de comédie romantique horrifiques, et alors on aurait pu parler de Shaun of the Dead ou autre chose, il y a d'autres des bons, mais pas de mais même là en fait c'est plus des films d'horreur dans lesquels il y a un arc romance, c'est pas le cœur du truc, quoi. Mais voilà, moi j'avais envie de partir dans le méchant, dans le crade, justement pour prendre un petit peu à contre-pied le côté programmatique de la comédie romantique. Donc maintenant, allez-y, tuez-moi. Ah non, moi j'aime beaucoup, j'étais content que tu choisisses le film. Mais j'ai envie de laisser. Ouais, c'est pas évident parce que comme je l'ai vu aujourd'hui, enfin entre hier et aujourd'hui, je l'ai regardé en 2 fois parce qu'il fallait que je fasse une pause. Prendre une douche. Ouais, 2, 3. En vrai, je l'ai pas détesté. J'ai pas tout détesté. Et en fait, je me retrouve face à un des paradoxes de la femme féministe fan d'horreur, qui est que je suis heurtée à des images que j'en peux plus de voir. En fait, il y a des trucs, des schémas, je ne peux plus les voir. Ça me fait plus rire parce que je sais à quel point ça a modelé les esprits, à quel point ça a des conséquences réelles, etc., etc. À côté de ça, j'ai un gros problème personnellement avec l'aseptisation progressive de la société, où vraiment on est en train de supprimer l'érotisme, le sensuel, tout, et justement le tabou, le sale, les trucs qui sont pas forcément très esthétiques. Il y a qu'à voir les modes qui sont en train d'émerger en ce moment, où tu as la clean girl esthétique, la trad wife, c'est tout en nuances de beige avec des... Alors apparemment j'ai vu que ça était en train de partir et que le trash allait revenir. Il y a vraiment, il y a la droite qui est en train de cartonner à fond là-dessus, et la gauche qui se dit du coup on va peut-être faire autre chose. Mais il y a une espèce de truc à l'inverse du côté, enfin quand je dis gauche et droite je schématise énormément, mais où on va dire oui ok, nous on va faire plus de bazar, mais du coup ça vire dans une espèce de mon hobby c'est d'acheter des trucs et de collectionner des trucs, c'est le maximalisme, et du coup c'est encore un autre truc. Bah non, vous êtes encore des pigeons en train d'acheter des laboubous et je sais pas quoi là, les petites figurines qui s'accrochent au sac, j'en peux plus. Je comprends, c'est-à-dire que je ne juge pas les gens qui achètent ça et qui aiment ça, c'est juste l'ensemble de ce que ça représente qui alors que j'ai moi-même des trucs où je suis ultra consumériste et cliente et pigeonne sur plein de choses, hein. Je condamne personne. Si vous aimez les laboubous, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est juste, c'est moche. Bref. Et du coup, j'ai besoin, dans le cinéma, et notamment dans le cinéma d'horreur, qui est le seul qui peut vraiment se le permettre, qu'on ait une espèce de retour au trash, au pas politiquement correct, juste intelligent. Et qui a conscience de ce qu'il est, qui a conscience de qui le regarde et qui a conscience de l'effet que ça peut avoir sur les gens. Et c'est pas évident, parce que quand on se concentre sur des tabous, déjà, on est obligé de taper dans des trucs qui vont forcément trigger des gens, qui vont forcément... C'est clair. Les films ne sont pas faits pour tout le monde. Tout le monde, il y a des trucs, il faut trouver son film, il faut trouver son sujet. Disait qu'un film, c'est de l'art, et que si tout le monde s'il y a un consensus autour de votre film, c'est que vous l'avez raté. C'est ça. Et surtout dans un genre aussi transgressif que ça. Et par exemple, il y a des grands débats sur le rape and revenge. Je comprends tous les points de vue. Du moment que ça vient d'une conscience éclairée. Genre, si c'est un mec à qui il n'est jamais rien arrivé, qui me dit j'adore ça parce que c'est trash et c'est marrant, je me méfie. Si c'est une meuf ou même un mec qui a survécu à une agression sexuelle et qui dit moi ça m'aide parce que voir ce que j'ai vécu représenter et voir la personne retourner le truc, ça permet de créer une expérience cathartique hyper importante pour moi, je le respecte à fond la caisse. C'est juste, voilà, il y a une espèce de course à l'universalisation de tout aussi en ce moment. Pareil, ça m'agace, de genre soi-disant tous les films doivent être pour tout le monde, toutes les œuvres doivent être pour tout le monde, et si tu aimes tel truc alors que moi je l'ai trouvé problématique, ça veut dire que toi t'es problématique. Donc c'est pour ça qu'avec un film comme celui-là, c'est très difficile d'arriver à charge en disant juste c'est de la merde, c'est sexiste, parce que je suis moi-même pas tout à fait d'accord avec ça, et que je veux pas t'accuser toi d'être sexiste parce que tu aimes ce film, parce que je trouve pas ça cohérent pour ça. Maintenant que c'est dit, il faut bien admettre qu'on est sur un cas de male gaze, mais alors, incroyable, parce que le nombre de meufs à poil qui se font, même si une fois que l'acte est en cours, elles ont l'air de kiffer, elles se font quand même agresser sexuellement en chaîne. Elles sont toutes nues, on voit des seins, des fesses, des sexes féminins, on voit tout. Le mec, on voit juste son faux pénis.
sûr. Et la plupart du temps, il est en caleçon en train de se battre avec son caleçon qui bouge tout seul. Donc bon, ça va. Pour ça m'a fait chier. Maintenant, je trouve l'idée très marrante. J'ai beaucoup aimé ce côté très justement cinéma indépendant du fast cam et du monologue avec je te raconte une histoire complètement abracadabrantesque dès le début, où tu peux pas ne pas être dans le film quand tu la vois face cam commencer à t'expliquer qu'elle est née avec cette clitoris. Ok, j'écoute. Et après, tu as son passage à lui quand on arrive, où lui-même il raconte son histoire. C'est un procédé que j'adore dans le cinéma qui, pour moi, fonctionne toujours très bien. La scène où c'est lui qui raconte, en plus, je la trouve assez dingue parce que alors, il faut savoir que pendant qu'il raconte ça, il est en train de regarder un film porno avec une machine qu'il a fabriquée lui-même, qui est en train, une énorme machine qui est en train de masturber son énorme sexe parce qu'il a besoin. Et cette machine ressemble à un projecteur de cinéma pellicule. Ah mais c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'il y a il y a un auteur qui se projette lui en fait quand il était jeune, et je pense qu'il était devant une machine qui alimentait ses fantasmes et qui a peut-être permis, parce que du coup ce que fait ce personnage à ce moment-là du film, c'est qu'il essaye de satisfaire sa libido d'une façon à ne blesser personne. Il le fait tout seul dans son coin avec son DVD de film de cul et la machine qu'il a inventée. Quand son sexe va se mettre à embêter des actrices porno qui habitent dans l'immeuble, il y en a environ 2 par étage, c'est pas de son fait. Ouais. Oui, c'est comme si... Ce qui est aussi dans le parcours du personnage, l'indistinction, et dans ce que essaye de prévenir le personnage de ce qui se passe quand même. Une autre contradiction du film qui est je vais en parler, mais je vais quand même montrer des nanas au gros seins dans leur douche en train de se faire démonter par un gros truc. C'est très marrant parce que si tu prends juste le truc comme ça, tu dis ça pourrait être une critique hyper intéressante de la masculinité toxique. C'est du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est tout le paradoxe du cinéma d'exploitation. C'est ça. C'est que le cinéma d'exploitation est souvent, il y a beaucoup de. Je pense notamment au Pinko Eiga, les films d'exploitation japonais érotiques des années 70, où parfois des réalisateurs n'avaient pas d'autre choix que de tourner ces films-là parce que c'était les films que le studio leur demandait, c'était les films qui marchent au cinéma. Et dedans, ils mettaient des idées ultra politiques, des idées esthétiques ultra barré et je me dis que peut-être Alan Lauter s'est retrouvé face à ça, mais connaissant le bonhomme, il a un amour de ce qui déborde et je pense qu'il est voilà. Mais en tout cas voilà, ce côté ce dispositif que met le personnage avec cette machine qui ressemble à un projecteur de cinéma, je pense que c'est vraiment Alan Lauter qui se projette dans ce qu'est le cinéma d'exploitation par rapport au fantasme des hommes, en fait, surtout des hommes. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, le problème que j'ai aussi avec ce film-là, mais comme plein d'autres, c'est ok, il y a des messages politiques, ok, il y a des messages sociaux hyper forts, mais pourquoi il faut toujours que ça se passe sur le corps des femmes ? C'est vraiment... Je comprends dans la construction sociale de ces mecs-là, pour eux, c'est juste la façon dont leur esprit fonctionne, la façon dont leur imagination fonctionne, les influences qu'ils ont eues, les conversations qu'ils ont entre mecs, les systèmes dans lesquels ils évoluent. C'est complètement systémique. C'est pas genre je suis méchant et j'ai envie d'être méchant. C'est pas conscient. Mais du coup, ça crée une espèce d'œuvre globale où tu dis ça se passe toujours sur le corps des femmes. Mais d'ailleurs, il y a aussi une scène là-dessus. Quand il y a la séance de photos avec les femmes qui ont un visage en clitoris et avec les seins à l'air, et où l'héroïne photographie, mais où il y a quelqu'un qui dit mais c'est dégueulasse, c'est de la pornographie. En fait, c'est ça que j'ai t'as l'impression qu'il parle de son film, qui a un commentaire un peu... Et c'est pour ça qu'elle, du coup, elle devient son avatar à lui et que le public féminin, c'est la meuf à côté qui dit non, effectivement, il y a un problème. Et ce photoshoot, c'est 100% ce que je reproche au film. Donc c'est très intéressant et j'aimerais beaucoup pouvoir en parler avec lui du coup, parce que j'arrive pas à percer le truc et je pense que à la limite c'est même pas si grave que ça, parce que le film a le droit d'exister tel qu'il est et je lui trouve des qualités aussi, mais c'est vrai que c'est très difficile à regarder quand on est dans cette position-là, sans se poser 45 questions et faire sans arrêt des c'est vraiment un ascendant, faire des montagnes russes, quoi. Même moi, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué parce que je pense que la première fois que j'ai vu le film, j'étais juste en mode, c'était avant l'ère MeToo, c'était avant que la société nous amène. Je me suis pas, si je me suis aussi remis en question moi-même au fur et à mesure, parce que mûrir, etc., avoir des enfants, tout ça amène à des réflexions qu'on a tout seul dans son coin. Mais il y a aussi la société qui, dans l'évolution, et pour une fois que la société évolue dans le bon sens pour certaines choses, autant le célébrer. Et c'est vrai que quand cette scène-là sont arrivées à la fin du film, je me rappelais plus que ça finissait exactement comme ça. En tout cas, avec ce genre de regard sur ces scènes-là, je me suis dit, ah merde. Je le garde quand même, mais c'est sûr qu'on va en parler. J'ai vécu exactement le même truc que toi, c'est que je l'ai vu, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, un peu plus, et j'avais kiffé à la fin en mode j'aime bien Alan Lauter, et j'étais en mode bah ouais, c'est régressif, c'est bis et tout, ça me fait marrer. Mais là, effectivement, toute la séquence finale, notamment de la bite qui part en vadrouille, et du coup, effectivement, là, à l'époque, j'avais pas du tout vu en soi un viol, parce que les femmes, elles prennent du plaisir à l'arrivée, tu vois. Mais là, il y a ce truc de, en fait, elles ont rien demandé, il y a un pénis géant qui débarque chez elles, elles ont peur.
et elles se font pénétrer et du coup ça reste un viol et du coup c'est vraiment un truc de viol à la chaîne qui est tourné en comédie parce que du coup c'est un pénis qui rampe en stop motion et c'est rigolo. Mais du coup il y a vraiment un truc qui m'a gêné là-dessus. Voilà, donc effectivement c'est sûr que on évolue et que la société autour de nous et les nouveaux discours qui apparaissent et qui nous ouvrent l'esprit, et puis le fait de grandir aussi, tu vois. À 18 ans j'avais pas le même évidemment. background que maintenant, tu vois, mais donc ouais, c'est intéressant de voir. T'essaies de me faire croire que t'as 28 ans, c'est ça? Oui, j'ai 28 ans, j'ai vu il y a 10 ans, donc j'ai 28 ans. Et puis il y a une autre scène, moi, qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, c'est celle avec les deux adolescentes qui parlent dans le restaurant. Oh là là. Et tu te dis, putain, c'est vraiment un mec. C'est vraiment le fantasme des mecs qui s'imaginent la sexualité des adolescentes femmes, parler de sexe entre elles, quoi. Et de vouloir une énorme bite. Ça. Mais est-ce que justement aussi ça part du. Alors, je suis d'accord, enfin, est-ce que c'est des choses dont il a été témoin ou pas, j'en sais rien, mais le fait de mettre des adolescentes qui parlent aussi crûment de sexe et de façon si mécanique, rejoint le discours sur la façon dont la société a transformé l'acte sexuel en quelque chose de purement performatif et non pas en quelque chose de spirituel. Vu que c'est essentiellement centré sur des questions de taille, je pense qu'il y a de ça, clairement, que nous, on nous a appris à dire les grosses bites, c'est génial. Et après, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des milliards de meufs qui disent, une fois qu'on a testé, on dit, finalement, pas très pratique cette affaire. Elle, je sais plus combien elle dit, mais genre 25 cm, un truc comme ça. Là, en plus, elle parle en inch, je crois. Voilà, c'est n'importe quoi. Il y a plein de scènes où tu as l'impression vraiment d'être dans un film de cul, quoi, mal joué. C'est ça, et tout. exactement. Ouais. Mais après, je trouve que le film, il est terriblement fun et que malgré tout ça, il garde un esprit, entre grosses guillemets, assez bon enfant, assez naïf, qui fait que c'est pas trop glauque à voir. Tu vois, c'est pas en mode... oh putain, je suis déprimé parce que le discours, franchement, il évolue. Il reste un côté très bis, un peu ringard, un peu fauché et un peu bon enfant. Complètement fauché. Complètement fauché. Ultra fauché. Qui fait que, malgré tout, ça reste. Je trouve que le film reste fun, mais que bien sûr, il y a un contexte à mettre en place quand tu. C'est vraiment difficile parce que t'es dedans, tu ressors, t'es dedans, tu ressors. Enfin, c'est vraiment, tu baises, quoi. C'est exactement ça. Mais en plus, tu te dis au début, mais c'est intéressant, est-ce qu'il va essayer de parler de plaisir féminin? Mais c'est ça. En fait, c'est vraiment du plaisir féminin vu du point de vue d'un mec. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Exactement. Et genre, c'est cette scène où il met cette pauvre prostituée dehors. À moitié à poil parce qu'elle n'arrive pas à s'arrêter de jouir. Vraiment, j'ai eu 55 scénarios catastrophes qui me sont venus en tête quand j'ai vu que c'était l'héroïne qui venait la voir. Je fais merci, ouf. En même temps, on sait pas ce qu'elle est devenue, cette pauvre femme, mais ça m'a fait mal au cœur. Alors que dans un film comme ça, qui est aussi bis, qui est aussi trash, je devrais pas me préoccuper des gens. Je devrais pouvoir me dire c'est marrant. Ouais, mais tu sais que cette scène annonce la fin. C'est-à-dire qu'une fois quelqu'un est pénétré par ce sexe mutant chelou bourré d'hormones, le plaisir est tel que... Voilà. Oui. Donc, en fait, je trouve que le film est bien pensé pour réussir à faire passer la pilule, mais que visuellement, il y a un truc qui ne passe plus. Ça, c'est sûr, à certains niveaux en tout cas. Pas au niveau de la butte mutante dégueulasse, elle est toujours aussi rigolote. Ça, c'est très marrant. Ou des vues intérieures du vagin à cette clitoris aussi, ça c'est très marrant. Le film est scénaristiquement construit pour essayer d'être plus conscient de son état de film d'exploitation, mais n'y arrive pas toujours. Mais les intentions sont là. C'est pour ça aussi que je trouvais que c'était un film qui était pas facile à défendre, mais en tout cas sur lesquels il y a vraiment moyen de lui dire que attention, certes, c'est maladroit, certes, on peut complètement se dire que le film n'est peut-être pas assez subtil, ou en tout cas, ou alors n'est pas assez upfront. Au contraire, pour mettre les bons trigger warnings en disant je vous montre ça, mais attention, si vous avez bien vu ce que j'ai dit avant, en fait ça veut dire ça. Mais tout est là, en tout cas. Donc moi je vous conseille de faire votre propre opinion. Et puis il y a quand même une scène de réanimation de bite. Incroyable. Et le mec qui se boxe sa bite aussi, c'est si drôle. Voilà. Deuxième papier. Excellent choix, mon petit troll. Allez. C'est moi. Parfait. Go. C'est bien que je passe à la fin parce que j'ai rien préparé, donc ça va aller vite. Parfait. Comme d'hab. Moi, je vais vous parler de Spontaneous de Brian Duffield, un film américain de 2020 que j'ai découvert parce qu'il se trouve que mon film préféré de 2023, c'était No One Will Save You, en français Traqué, qui était un film qui était sorti sur Disney+, avec Kathleen Dever, qui est une espèce de home invasion muet avec des aliens.
et qui est un tour de force assez incroyable en termes de mise en scène, de flip, de concept. C'est assez ouf et le film avait vraiment mis une claque. J'étais en mode vas-y, film de plateforme d'horreur Disney+, je mate ça d'un œil et en fait j'ai pris une grosse claque d'ambiance, de mise en scène, de jeu d'actrice parce qu'elle est incroyable dedans. Donc voilà, et je me suis dit du coup mais qui est ce réal, qu'est-ce qu'il a fait, et j'ai voulu explorer un peu sa filmo. Alors il a pas une filmo immense, c'est surtout un scénariste à la base. Il a écrit pas mal de scénarios, notamment Jane Got a Gun. Il a écrit aussi, je crois, les Babysitters pour Netflix qui sont pas terribles, mais il a écrit Underwater avec Kristen Stewart qui est un film cool. Ah, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Je vais pas tout noter. Love and... bien pour les 15 dernières minutes. Moi, j'aime bien le film. Ouais. J'aime bien tout, moi. Et il avait écrit aussi Love and Monster, qui aurait pu être pertinent pour cette thématique aussi aujourd'hui. Un film Netflix qui est plutôt sympathique. Et en termes de réalisation, c'était très cool. C'était aussi ça. Love and Monster, c'est lui qui a écrit. C'est truc pas avec comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est en mode post-apo. Il y a des monstres sur la planète et c'est en mode un peu survival. Et il y a une histoire d'amour qui se dessine entre lui et entre le héros. C'est pas avec comment il s'appelle, Teen Wolf là? Dylan O'Brien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est très sympa aussi ça. Et en termes de réalisation, il avait fait juste un autre film avant qui s'appelle Spontaneous. Et donc, comme j'ai adoré traquer, je dis mais il faut que je voie ce truc. Surtout que le pitch avait l'air fou. Le pitch c'est suivant: on suit deux adolescents au lycée. Et on va suivre la naissance d'une idylle adolescente assez classique, assez touchante dans un lycée. Et sauf que le petit twist, c'est que dans ce lycée-là, les adolescents se mettent à exploser de façon complètement aléatoire. Donc c'est-à-dire que hop, ils sont assis comme ça en classe et boum, gerbe de sang et il n'y a plus personne, genre explosion spontanée quoi. D'où le titre Spontaneous, mais titre à double sens parce que du coup le fait d'exploser comme ça de nulle part sans le savoir, sans savoir quand ça vient, sans savoir pourquoi, et bah ça nous permet d'être plus spontané et de croquer la vie à pleines dents. C'est un peu, je trouve, ce que le film nous raconte. Et donc c'est une espèce de mix assez étrange, donc de comédie romantique à l'arrivée assez classique, mais bien faite, bien écrite, avec des personnages touchants, une idylle très touchante qu'on a envie de voir éclore, qu'on a envie de suivre. Et donc le film aurait pu s'arrêter là, mais justement et en fait l'horreur vient de ce concept de les gens explosent. Et donc c'est assez génial. Ça aurait pu être bancal parce que tu mélanges comme ça une espèce de concept movie avec un truc assez teen movie, assez classique, mais ça rajoute justement du piquant et ça fait que le film, je trouve, marche. Et c'est aussi grâce à une écriture vraiment maîtrisée. Alors le film il est adapté d'un bouquin que j'ai pas lu du même titre. Et puis un casting assez chouette, notamment Catherine Langford qu'on a pu voir dans 13 Reasons Why ou À couteau tiré, qui est vraiment l'héroïne du film et qui est cette espèce de meuf un peu blasée qui va réussir à se faire charmer par un jeune homme qui est amoureux d'elle depuis assez longtemps. Et je trouve que les deux sont très touchants. Le jeune homme, il est interprété par Charlie Plummer. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'a pas du tout ce physique de mec un peu beau gosse du lycée, quoi. C'est vraiment un petit nerd qui a même un physique un peu androgyne. Et tous les deux, ils sont très chouettes. Et puis, alors, ça va être difficile de parler trop du film sans spoiler un truc majeur. Peut-être qu'on peut le faire dans un deuxième temps, si on veut en parler un peu plus. On préviendra, puis on vous dira de sauter un... Voilà, mais pour le dire, c'est que le film, il ose quand même... il commence de façon assez légère, et puis il ose être de plus en plus sombre, de plus en plus... à secouer le spectateur, en fait, de plus en plus, et d'être assez même cruel par moments. Et du coup, c'est un film qui va parler donc d'amour et d'adolescence, de mal-être adolescent, mais aussi de dépression, et de dépression vraiment lourde, quoi. Et de politique aussi. Et de politique, et aussi de... un truc très très actuel en fait, de plus en plus, ce côté un peu film générationnel, enfin problème générationnel de quand on est ado aujourd'hui, parce que c'est un film qui date de 2020 donc c'est récent, dans le monde actuel qui est bourré d'incertitudes climatiques, politiques, où les violences augmentent, où l'extrême droite arrive en flèche de partout et tout, où en fait on est de moins en moins sûr de ce qui va arriver demain. Et je trouve que le côté explosion spontanée peut être une symbolique de tout ça, cette incertitude de jusqu'à quand on va vivre dans le monde tel qu'on le connaît, avec les gens qu'on connaît autour de nous.
Il y a même un parallèle qui peut être intéressant à faire avec les fusillades de masse aux États-Unis. Bien sûr, des adolescents qui explosent dans un lycée. Bon, voilà. Ouais, je pense que quand tu es adolescent américain et que tu vois ce film, ça te vient en tête direct. Il y a une scène notamment où il y en a beaucoup qui explosent. Il y a une panique générale dans le lycée. Donc voilà. Et en fait, tous ces parallèles, ils sont hyper intéressants. Et du coup, il y a vraiment ce côté de problématique, de vouloir parler d'une problématique générationnelle des adolescents d'aujourd'hui ou des gens, on va dire, un peu plus jeunes qui ont en tout cas le principal de la vie devant eux, de vivre dans cette incertitude constante. Et le film, il a beau être très triste et assez cruel, il est aussi, je trouve, très lumineux et très beau et assez optimiste à l'arrivée, parce que ça nous dit que c'est quand on sait justement que la fin, elle peut arriver à tout moment, qu'il faut profiter de la vie à fond. Et du coup, je trouve le film hyper beau et hyper juste là-dessus, et notamment grâce à la voix off de Catherine Langford, de son personnage, qui dit des choses très stylées, j'ai envie de dire. Je trouve pas de mots mieux, mais très pertinentes et touchantes. Et tout le discours de fin, notamment, moi, il est à la fois drôle et triste, et il me fait des petits frissons. Et il y a notamment quelques images symboliques sur la fin qui font mouche, mais je n'ai pas envie de spoiler. Mais voilà, c'est un film très curieux. Très touchant, et en fait ça a l'air un peu nul parce que on se dit ça peut être un peu niais, le poster est atroce, l'affiche et ça donne pas envie de le voir, mais en vrai c'est beaucoup plus profond que ça a l'air, et c'est super. Tout à fait. Oui. Moi, je l'avais pas vu. Du coup, je l'ai vu pour l'occasion de ce podcast. Je l'avais sous le radar depuis longtemps, et puis j'avais jamais trouvé le temps de le voir. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Surtout, en effet, parce que clairement, c'est un film qui date de la première présidence de Donald Trump. C'est un film qui parle en grande partie de ça. Il y a 2-3 références à ça dans le film. Elles sont très appuyées, sont très claires. Il y a même un fuck Donald Trump avec un middle finger en gros plan. Donc le message est assez clair. Et du coup, quand on met ça en perspective avec le scénario, on s'aperçoit en fait que c'est ça. C'est une génération qui se dit avec un président comme ça, est-ce qu'on risque pas tous d'exploser en vol ? Est-ce que nos vies vont avoir encore un sens quand on va grandir ? Et donc c'est vraiment un film qui parle de l'angoisse de voir son environnement modifié par des choix politiques globaux qui font que du coup les lendemains n'ont plus vraiment ne portent plus forcément la même symbolique d'espoir, et que au milieu de ça il faut réussir à trouver les raisons justement pour se dire que en fait, on va être plus fort que ce que le destin a l'air de nous mettre la politique a l'air de nous mettre comme barrière sur la suite de notre vie. Et puis, on s'en fout, on va tracer notre truc, et s'il faut se battre, on va se battre. Et je trouve, c'est littéralement dit dans le film, mais en même temps, ça n'infuse pas à trop de films pour qu'on se dise que c'est son unique but. Et comme tu disais, Aurélien, clairement, le film va au-delà et prend un malaise même de toute manière. On pourrait enlever Donald Trump de l'équation. Et on pourrait juste se dire que Donald Trump n'existe pas. De toute manière, moi, depuis que je suis petit, je n'ai vu que le monde s'assombrir, en tout cas dans ce qu'on nous en renvoie, notamment parce que ce qu'on nous en renvoie est une arme électorale. Nous faire penser que les choses s'assombrissent, c'est mieux nous dresser les uns contre les autres et trouver des ennemis, et c'est beaucoup plus facile électoralement. Alors qu'en fait, si on prend les statistiques, au niveau des morts, au niveau de la santé, etc. Alors, au niveau de la santé, on commence un petit peu à se redégrader parce qu'il y a quelques connards d'antivax qui commencent à prendre le pouvoir à droite à gauche et à infuser les esprits, etc. Mais globalement, en tout cas, il y a encore quelques années, on était à un pic en fait de l'évolution de la société qui faisait qu'on n'a jamais été aussi safe. Et pourtant, on n'a jamais été autant persuadé que la moitié de la Terre veut nous tuer. Ouais. Et autant angoissé, en fait. Et que nos voisins veulent nous buter, qu'il y en a qui veulent violer nos femmes. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et en fait, grandir dans une société qui nous dit de plus en plus ça, c'est horrible. Psychologiquement, c'est horrible. Et quand on devient parent, et ça, tu sais, Taous aussi, on se demande quelle responsabilité on a eu finalement à peut-être se dire mais en fait je vois où ça va, je me dis qu'est-ce qui va se passer. Donc on devient on va former des gladiateurs, quoi. On va former c'est assez dingue. Et alors qu'en même temps on n'a jamais atteint un pic on n'a jamais atteint un stade civilisationnel d'autant de stabilité financière pour les pays développés, d'autant de sécurité, de la santé, tout ça, je le redis. Donc c'est très paradoxal, et je trouve que le film en parle bien. Et au-delà d'être vraiment super intéressant, super sympa à suivre, avec une belle évolution du personnage, pour moi, voix off un tout petit peu trop présente. C'est un procédé, je trouve qu'il faut toujours manier un petit peu avec délicatesse. Et je trouve que le film a parfois des bonnes idées justement pour éviter de le faire. Je pense notamment à une scène qui au début m'a dérangé, mais en fait je me suis dit elle est complètement nécessaire. C'est la scène après qui se passe le truc le plus cruel du film, où elle fait un cocktail pour son père. Et qui était une scène, j'ai vu, je me dis mais je vois pas pourquoi. Et après je me suis dit si on l'enlève,
elle devient alcoolo d'un coup. Ouais. Et en même temps, il y a aussi le fait que du coup, ses parents en sont témoins et en sont impuissants et savent pas quoi faire. Donc, en fait, et du coup, elle est très intéressante parce qu'au début, on a l'impression qu'elle fait une vidéo YouTube de tuto de regardez mon nouveau cocktail à base. Et du coup, je trouve que le film arrive à parfois être assez intelligent pour ne pas avoir besoin de la voix off pour expliquer les états d'esprit, enfin l'état d'esprit des personnages. Ça, et le dialogue dans le cimetière aussi qui sert. Tout à fait, qui est magnifique d'ailleurs. Très belle scène. Mais au-delà de ça, ça joue super bien. Catherine Longford, elle est géniale. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi un côté anti-typecast. Même sa meilleure amie est vraiment super et elle a vraiment un physique qu'on voit jamais dans le physique des meilleures amies. C'est une nana. Voilà, c'est une nana qui joue bien, qui est adorable, qui est super touchante. Mais c'est pas du tout une gravure de mode. Et ça fait tellement de bien de se dire que le cinéma se rappelle de temps en temps que tous les genres de personnes existent sur cette terre et pas seulement. Il fait pareil avec le quarterback tout à fait, qui est homosexuel. Ça, je dis pas ça. Et il aime bien. Tu sens qu'il a envie de casser les clichés du teen movie aussi, quoi. Et même les parents. Les parents sont pas du tout les parents qu'on a l'habitude de voir. Non, c'est clair. Donc non, vraiment, j'ai des super bonnes surprises, très content de l'avoir vu. Et en effet, je trouve que le côté comédie, enfin le principe comédie romantique horrifique est complètement rempli. Mais à un niveau en plus où, je veux dire, ça reste avant tout une comédie romantique dramatique adolescente. Et on pourrait enlever l'explosion. Et d'ailleurs, ils se privent pas de faire exploser des gens, et même parfois de l'utiliser de façon comique. Ouais. Par contre, c'est gênant que ce soit. Moi, c'est un peu un détail, mais que ce soit vraiment que du sang. Il y a énormément de sang. Tu voudrais plus. Mais tu vois, je sais pas, il y a pas des. On voit un peu de matière parfois. Un petit peu de matière, mais pas. Notamment, elle dit qu'elle se prend une mâchoire dans le front, c'est vrai. Ce qui a son importance narrativement après. On en parlera tout à l'heure. Mais tu pourrais enlever les explosions par des suicides. Ouais. Et ce serait exactement le même film. D'ailleurs, excuse-moi Théo, je te laisse parler après. Jamais de la vie. C'est les hommes d'abord, ok. Mais le fait qu'il n'explique jamais les causes des explosions, c'est vraiment la preuve qu'il a envie de parler de cette anxiété générationnelle et de pas donner un truc précis qui dirait non, en fait, il veut pas parler de ça vu que c'est machin. Bref. Ouais, non, super film. Mais c'est marrant qu'on dise ça aurait pu être des suicides. Ça me fait vraiment penser que c'est un film qui est dans la lignée de Heathers. Oui, tout à fait. Clairement. Oui. Et donc, là où je voulais en venir, j'essaie de garder le fil depuis tout à l'heure parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce que je vais dire. Surtout qu'on a mansplainé de ouf. Ce que tu dis par rapport au film qui reflète les anxiétés, le monde qui s'assombrit sans cesse, et du coup, ces films qui parlent de cette désillusion adolescente. Du coup, on parle de Heathers, ça c'était les années 80, donc ça n'arrête pas depuis. Là où je vois une différence, c'est que cette nouvelle génération, donc nous, les plus jeunes millennials et les Gen Z, c'est qu'il y a une empathie qu'il n'y avait jamais eu avant. Là où on a déjà vécu, nous, un truc similaire après le 11 septembre, où on a eu cette espèce de vague de films qui se concentrait justement sur toutes ces anxiétés, la peur du dehors, la peur du dedans, la peur de l'autre, cette espèce de cruauté cynique qu'on retrouvait dans tous les films, même tous les remakes, ils ont tous été refaits d'une cruauté. Je m'en suis refait pas mal ces derniers temps. Voilà, c'est... Le torture porn est né du 11 septembre. Exactement. Mais parce qu'on grandissait en parallèle avec... t'allais sur Internet, tu faisais un truc, tu parlais à tes amis, puis après tu recevais une vidéo de décapitation, t'avais les photos d'Abu Ghraib, t'avais ces soldats américains qui posaient avec leurs prisonniers. Voilà. On a tous grandi là-dedans, on allait sur rotten.com, c'était une génération chelou. Usine à gaz avec des jeux trop chelous, hyper violents. Putain, ça vous parle ou pas ? Ça vient de réanimer un truc dans l'esprit là. Genre E-Bombs World, tu te souviens de ça ? Non, celui-là, c'était un site agrégateur, site de vidéos aussi, où tu pouvais tomber sur la fameuse vidéo de la meuf qui écrase du raisin, qui se casse la gueule, et qui fait qui vous a tué de rire, et juste après t'avais une décapitation. Et après t'avais Two Girls One Cup. C'était sur Live aussi, je sais plus quoi. Bref, il y avait des sites comme ça où tu savais jamais sur quoi t'allais tomber, c'était hyper dangereux. Et donc on a grandi avec ces images-là, et il y a une espèce de cruauté et de cynisme qui en sont ressortis, ce qui fait qu'on est des adultes aujourd'hui qui sont quand même globalement assez cruels. On est beaucoup dans le jugement, on est beaucoup dans on se protège les uns les autres, et quand on voit ces Gen Z dont on se fout de leur gueule parce qu'ils sont toujours en train de se protéger les uns les autres et de dire attention à ne pas utiliser ce terme, attention à comment tu parles, attention les pronoms, nanani nanana, on a cette tendance à dire oh ça va, nous on s'en est pris plein la gueule, vraiment comme nos darons qui nous disaient moi je marchais 3 km dans la neige pour aller à l'école, on est en train de refaire exactement la même chose. Noël, voilà, genre, moi je me suis pris des tartes dans la gueule et puis je suis pas traumatisé. Si, je pense que si. Alors, tu sais que là tu parles pour toi et moi parce que Laurent a 70 ans. Oui, voilà. Donc... 72. Mais t'as connu des gaps générationnels similaires quand même. Bien sûr. Donc, c'est toujours la génération d'avant qui est toujours en train de regarder la nouvelle en disant vous êtes soft, vous êtes pas assez endurci.
Et en fait, moi, je trouve que moi, par contre, moi, j'ai pas ce regard. Je trouve que les générations suivantes de la mienne se sont progressivement, non pas endurcies, mais ont appris à avoir un regard beaucoup plus détaché des mécanismes sociaux et à avoir plus de recul dessus. Ouais. Et à pouvoir les intellectualiser, les moquer, etc. Ce que moi, je n'avais pas du tout à mon adolescence ou à ma jeune vie d'adulte. Bah oui, parce qu'on m'avait pas appris à avoir ce recul, en fait. Donc, non, mais justement, je trouve que ça se reflète vachement dans les films qui se font aujourd'hui, où il peut y avoir un peu de cruauté. Et puis surtout dans les films, et comme Spontaneous, c'est que les adolescents ont un regard sur leur existence, un recul qu'on n'avait pas du tout. Exactement. En fait, ça existe depuis longtemps dans le cinéma, mais il y a une époque où on pouvait se dire c'est pas cohérent. Un enfant ne pense pas comme ça, parce que nous, on ne pensait pas comme ça. Alors que maintenant, les adolescents pensent vraiment comme ça. Et ça, vraiment, je me souviens que nous, quand on regardait nos teen movies avec des acteurs de 25 ans qui parlaient comme des acteurs de 25 ans, on disait mais ça se passe pas comme ça du tout. Et là, maintenant, je vois des trucs et je me dis putain, c'est exactement ce que je vois passer sur TikTok quand je vois des gamines de cet âge-là. Je dis ouais, effectivement, elles s'habillent comme ça, elles parlent comme ça, elles ont ce genre de discours-là. Et donc, je trouve ça vachement intéressant d'arriver à utiliser le même procédé que nous, on a utilisé, enfin, que toutes les générations précédentes ont utilisé pour transformer cette réalité en fiction et apprendre à se battre avec nos démons dans un royaume de fiction et pouvoir parler de toutes ces choses-là qui sont hyper importantes, mais avec moins de cruauté. Même si, quand je dis moins de cruauté, ça veut pas dire qu'un film peut pas être violent. C'est pas la même chose. C'est vraiment dans le traitement des personnages. Il y a des films où clairement tu sens que les réalisateurs et les scénaristes n'ont aucun amour ni pour leurs personnages ni pour leur public. Et là, je trouve qu'on peut faire des films de plus en plus justement violents, de plus en plus transgressifs, parce qu'on sent que ça vient de gens qui sont juste en train de gérer leurs émotions et qui sont en train de digérer tout ce qu'ils se prennent dans la gueule à longueur de temps. Et je trouve que ça crée des œuvres hyper intéressantes. Donc on a eu une espèce de petit passage à vide, et là j'ai l'impression que ça reprend un peu... je pense que 2020 déjà fait beaucoup de... Entre Trump, entre le Covid, entre tout ça, et là, le film parle du Covid aussi, mais du coup, il a été tourné juste avant, donc il y a quand même. Mais je pense qu'il l'anticipe sans le savoir, mais c'est vrai que s'il le remet dans le contexte, c'est aussi à 100%. Ça peut être une parabole du Covid, des gens qui, hop, tu l'as pas. C'est ça. Et le film a quand même réussi à me faire peur à un moment. Alors que je m'y attendais pas du tout, justement, quand on parlait tout à l'heure, ce mouvement de foule à la fin où il y en a beaucoup. J'étais pas bien. Il y a des scènes assez angoissantes. Je n'étais pas bien du tout. Bon, mais on a réussi à pas spoiler. Pour l'instant. Ça va. Est-ce qu'on spoil et tu veux parler d'un... Non, on réglera ça en privé tout à l'heure. Mais si, non, pardon, pour dire juste, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues à l'écran. Oh, à ce point-là leur relation... Tu veux dire pas de biologie ? Ouais, je suis d'accord. Leur relation, la façon dont ils se parlent, la façon dont ça se construit, la façon dont ça évolue, je trouve ça, ils sont trop mignons. Ouais, c'est vrai. Et il y a pas ce truc cliché de... Il y en a un qui est à fond et l'autre qui est en dessous, et après ça s'inverse. Parce qu'en plus, tu te dis ça de elle au début, vu qu'elle a un côté très blasé, très je m'en fous de tout, tu dis ça va être dur de la charmer et tout. Et en fait, non. Elle est juste elle-même, elle reste comme ça. Il y a l'exemple, dès le début, quand lui fait une blague sur Cronenberg, c'est la seule à rire. Exactement. Ils sont fait l'impôt. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils sont ultra touchants. Et moi, j'ai vu le film c'était 2023 traqué, donc il y a 2 ans. Et j'en avais gardé un très bon souvenir, je m'en souvenais bien, mais du coup là je l'ai revu. Et j'ai 14 ans il y a 2 ans, c'est ça De quoi ? T'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Et j'ai encore plus aimé que la première fois. Et vraiment, le film m'a ressaisi en mode rigoler, petite larme à la fin. Et vraiment, juste, le monde il fait trop peur. Et juste, il faut fumer des chichas le pied dans le sable et ça va aller. Mais c'est marrant parce que vraiment, cette blague de quand on sera vieille, on aura une maison sur la plage et on fumera et on sera en moumou. C'est exactement ça que j'ai avec mes meilleurs amis aussi. C'est vraiment les hommes, vous allez où vous voulez. Nous, on va se rassembler entre nous, on va vivre notre vie. De temps en temps, on aura une petite chambre pour les invités, un petit bésodrome. On aura le droit de venir juste boire des coups quand même. Voilà. Oui, aussi, boire des coups. Ou parler ciné. Rester. Quand on dit c'est fini, on aura une petite cloche pour dire c'est bon, ça y est. Tu laisseras pas ta bite se balader par terre. Non. Sinon, je la fous dans le sable. Je donne pas de coup de poing, je la respecte. Plein de sable dans l'urètre. Hein. Ok, du sable dans l'urètre. Voilà. Sur ce sera le titre de ce podcast. Elle est dégueulasse à la fin, à force de traverser les murs et d'avoir du plâtre partout, elle leur met du plâtre plein la ninette, ça me dégoûte. C'est vrai que c'est pas très... C'est vraiment, non seulement ça agresse sexuellement, et en plus tu repars avec une mycose, quoi. Au moins. Au moins.
Très bien, du coup, c'est au tour de Taous. Plus besoin oui, de donc petits comme papiers. je n'ai rien préparé. En même temps, je pense que c'est le film sur lequel il y a moins de choses à dire parce qu'il est. Et en même temps, c'est celui qui est le plus exactement dans le thème. Exactement, voilà. Je pense que il y a moins à en dire parce que c'est celui qui suit vraiment les règles. Ça suit donc c'est Hard Eyes de je ne sais plus même qui. Josh Ruben. Merci Josh Ruben. Ah oui, t'es venu tellement pas. Ouais, non mais vraiment, Allez, rien du tout. J'ai passé une semaine, je sais. Pour sais. moi, on est avant-hier, tu vois. Je suis pas encore arrivé. Sachez qu'écrire un livre, ça prend du temps et qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est ça. Et Surtout quand il fait 40 000 degrés, que t'as un enfant et la crève. Voilà. Et que Taous est déjà bien gentil d'avoir accepté de discuter. En plus, ça me fait plaisir. Non, Et je suis contente de parler de Hard Eyes, même s'il est sorti nulle part, je crois. Non, malheureusement. Il sort chez Paramount, sur Paramount Plus, là bientôt. Ah, cool. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que Sony était détenteur des droits en France. Nous, on avait voulu l'acheter à l'époque. Mais il aurait marché en plus. Ouais, Sony était détenteur des droits en France. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient été annoncé. Quand je leur ai demandé du coup à Sony, je leur ai dit du coup, vous sortez quand le film ? Ils ont dit c'est plus nous qui le distribuons. Et c'est là que le film après a complètement disparu des plannings. Et finalement, il atterrit sur Paramount Plus. Bon, c'est bien qu'il sorte au moins déjà, parce que je le trouve vraiment chouette. Et excuse-moi, juste Spontaneous, il est dispo à peu près nulle part, malheureusement aussi. Il est en location et à l'achat, genre sur Prime. Ok, je l'ai vu tout à l'heure, mais il était sur Prime avant. Moi, je l'avais mis dans ma liste quand il est sorti en me disant ça a l'air sympa. Mais là aujourd'hui, peut-être en VOD, essayer de. Mais ouais, voilà, il est à l'achat et à la location. Parce que pareil, c'est un truc qu'on aimerait trop avoir sur Shadows parce que c'est du coup assez inédit et c'est vraiment mortel. Mais bref, voilà, aparté terminé. Et puis du coup, aparté pas terminé. Bad Biology, c'est moi j'ai un vieux DVD et tout, mais je crois que pareil, c'est un peu. On l'a sorti avec Mad Movies. En DVD. Voilà. Donc moi j'ai le DVD Mad Movies à la maison. Je crois que c'est. Et il est sorti en DVD dans le commerce, mais de ça. Peut-être un jour sur Shadows avec des trigger warnings parce qu'on est déconstruit. Je ferai la présentation. Pas de charpente là-dessous. Faut bien qu'il y ait un podcast qui reprenne la tradition de l'absence de charpente, quoi. Parce qu'il y en a un qui se termine. Coucou les gars. Le Bloodcast, c'est nous. Oui, donc Hard Eyes de voilà. Tu veux que je te mette le générique Ouais, je veux bien, merci. Tu le dis très bien en anglais, je trouve. Est-ce que tu peux le dire, le titre canadien qui est génial? C'est quoi le titre canadien? Les yeux en cœur. Les yeux en cœur, d'accord, tout simplement. Non, même pas les yeux en cœur. Yeux en cœur. Oh la vache, yeux en cœur. J'ai un collègue qui m'a demandé c'était quoi les films qu'on avait pris et tout à l'heure je dis Hard Eyes, il m'a dit c'est quoi ça? Tu diras pas Hard Eyes par contre. Hard Eyes. C'est comme tout à l'heure je dis The Severed Son. Bref. Mais c'est difficile de bien prononcer, surtout quand c'est au milieu d'une phrase en français. Moi, dans ces moments-là, en général, donc je vais vous lire le synopsis officiel, comme ça c'est... Deux collègues de travail sont pris pour un couple par un meurtrier à San Francisco le jour de la Saint-Valentin. Seattle, ils se sont plantés, c'est ouf, ça se passe à Seattle. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est pas du tout San Francisco. Non. Incroyable. Obligés d'échapper au tueur, ils naviguent dans le paysage romantique de la ville tout en travaillant ensemble pour survivre. Donc... c'est avec Olivia Holt et Mason Gooding qui est dans le Core 5. Ils sont 5 ? Non, Core 4, je sais plus, de la nouvelle trilogie Scream. Comment il s'appelle ? Tout à fait. Core 4 ? Ah bah, je sais plus comment. Et c'est le fils de Cuba Gooding Jr. Non. Si. C'est qui ? Je sais pas qui c'est. Ouais. Incroyable. Tu sais pas qui c'est ? Non. Mais t'es né hier ? Buzz in the Hood. Ah bah non, mais il écoute du métal. Oui. Mais moi aussi. Oui, mais toi, oui. J'ai jamais écouté, mais pourtant je sais qui c'est. Ouais. Buzz in the Hood, Pearl Harbor. Je vois ce que c'est bon. Mais... il est pas mort ? Non, c'est l'autre qui est mort. C'est là où je suis raciste. Ouais, c'est ça. Mais l'autre quoi? Qui? Celui que je confonds toujours. D'accord, ok. Celui que je confonds toujours avec Cuba Gooding Jr. Et du coup, je n'avais pas me... Ice-T, tu vois Non, qui est mort. Bref. C'est un film qui suit un trope de comédie romantique qui est hyper commun, qui s'appelle le Enemies to Lovers, qui est un de mes préférés, où les protagonistes commencent par ils sont pas contents, ils s'aiment pas, ah là là, on est en rivalité, ou alors il s'est passé un truc qui fait qu'on se déteste, et finalement on va se retrouver forcés de travailler ensemble. Donc là on est sur le trope de forced proximity, c'est encore un autre, et en général ils tombent amoureux. Et là, elle foire une campagne de pub pour sa boîte, et lui il est appelé pour sauver le bébé par sa patronne qui est très en colère contre elle, et il est hyper arrogant, hyper fier de lui parce qu'il est hyper successful, et elle s'est vraiment foirée comme une merde parce qu'elle a fait un truc de très mauvais goût alors qu'il y a un tueur en série qui sévit depuis quelques années et qui frappe le jour de la Saint-Valentin, qui s'en prend qu'au couple qui fête la Saint-Valentin ensemble. Je crois que c'est la 3e année que ça arrive, ou un truc comme ça. Et donc le hasard fait qu'ils se retrouvent obligés de bosser ensemble, ils sont dans un restaurant, donc ça ressemble à un date. Et là, le tueur les voit, les target et décide de s'en prendre à eux. Et donc, c'est une course-poursuite de 1h30. Avec un côté survival, Voilà, ils sont obligés de survivre ensemble. Et au milieu de tout ça, ils tombent amoureux.
Donc c'est vraiment le truc qui ressemble le plus à une comédie romantique et en même temps c'est un vrai slasher. C'est pas juste oh là là on fait un truc en arrière-plan et on tue une personne à un moment hors champ pour non c'est vraiment un slasher. Et j'ai attendu ce film longtemps avant sa sortie. Dès qu'il a été annoncé, je me suis dit ça m'intéresse, mais j'avais peur justement que ce soit trop l'un ou trop l'autre et c'est exactement pile 50-50 les deux et c'est la première fois que je vois un film qui tape dans le mille à ce point-là. C'est-à-dire que il embrasse les deux genres à fond. Exactement. Il n'a pas peur des clichés d'y aller. Et il fait exactement tous les tropes des des slashers, tous les tropes des comédies romantiques, sans s'en moquer, sans les utiliser en faisant du copier-coller. Tout est c'est hyper bien foutu. Quoi. Parce que d'habitude, quand tu dis qu'un ce genre de film va du 50% slasher, 50% de comédie romantique, tu te dis que du coup, il va manquer 50% dans chacune des parties. Exactement. Sauf que là, on est à 100% dans les deux. Oui, parce que c'est tellement bien écrit. C'est vraiment, c'est super bien tissé. Quoi. Moi, je déteste le premier film de ce réalisateur, Joseph Ruben. Josh Ruben. T'as pas le droit, c'est sur Shadows. Oui, mais voilà, j'aime pas quand même. Donc ça s'appelait Scare Me, que je trouvais vraiment beaucoup trop petit malin. C'est ce que j'allais dire, c'est un film de petit malin. Mais vraiment beaucoup trop. Et en voyant la taille, j'ai parti un petit peu à reculons en me disant puis entre les deux, il avait fait Werewolf qui était pas terrible. Ouais, que j'ai pas vu. Pas terrible. Et je me dis, c'est mortel. Et au fur et à mesure du film, je dis, mais c'est mortel, c'est vraiment, ça coche toutes les cases. Je me dis, putain, il a fait des progrès, Josh Ruben. Puis je vois qui a écrit le scénario, c'est pas lui. Et notamment, il y a Christopher London. Christopher London, Happy Birthday to Me, Freaky, plus récemment. C'est pas Happy Birthday to Me, c'est Happy Birthday, pardon. Si, mais c'est Attends, To Me, c'est le titre original du 2, je crois. Non, je sais plus. Bref, non, je dis une connerie. Mais bref, Happy Birthday. Non, Happy Birthday to Me, c'est un slasher. C'est un slasher. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est Happy Birthday, pardon. Oui. Attends, le titre VF, c'est Happy Death Day, non ? Oui, c'est ça. Et c'est Happy Birthday en VO. Ou non, je pense que c'est l'inverse. C'est Happy Death Day en VO et Happy Birthday en VF. Pour une fois qu'une petite VF est meilleure que la petite VO. Christopher London, donc vraiment qui a un vrai talent d'écriture, qui a pu approuver, quoi, et qui c'est vraiment justement attaquer des genres, les mélanger à d'autres genres, et en fait Happy Birthday, donc boucle temporelle plus slasher, Freaky, Body Swap plus slasher. Bon, alors il aime bien mélanger les trucs au slasher. Voilà. Non, mais en fait, je pense qu'il s'est chocolat slasher, ça va, je vais essayer. Je veux vraiment qu'il fasse tout en slasher. S'il arrive à décliner, c'est le défi que je veux le voir relever. Et là, je trouve que c'est son meilleur scénario à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Happy Birthday, j'aime beaucoup Freaky. Franchement, c'est vraiment le plus accompli. Celui-là, c'est le plus accompli. Moi, je préfère peut-être Freaky, mais ouais, j'aime beaucoup. Moi, je préfère Freaky pour le pitch, parce que vraiment voir Vince Vaughn en adolescente, c'est irrésistible. Mais par contre, en termes de scénario qui tient la route du début à la fin, j'avoue que j'ai été soufflé. Même si la scène du commissariat, elle est un peu improbable. Genre, tu te dis, mais. Ah oui, c'est l'attaque dans le commissariat. Genre il y a personne, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais après, quand t'as vu Malignant, ils expliquent en plus. Et au début, quand ils disent ils sont où? Ils sont partis faire la fête. On a attrapé le tueur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai un petit peu, mais bon. Vite fait. Bon, normalement, en effet, tous les flics ne désertent pas un commissariat juste pour aller faire la teuf. Ça a tilté là quand je l'ai revu. La première fois, j'ai juste été à fond et en vrai, c'est pas très grave, tu vois. C'est vrai que je l'ai pas revu depuis. Donc Non, moi je trouve justement qu'en plus, c'est ça qui est cool, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment de scène où tu te dis, le film déconne un petit peu là. Je veux dire, il te désembarque jamais, il te perd jamais, je trouve. Et puis il y a des moments aussi où les deux genres se prennent main dans la main. Et ça, c'est trop bien. Notamment la scène où ils enlèvent le criquet de voiture du cadavre là en se tenant la main. Ça, c'est très mignon. Ça, c'est trop mignon. T'as vraiment ce décalage de ces super gore et à la fois c'est trop mignon. Mais oui. Et surtout, c'est ça qu'il faut faire dans un slasher rom-com en fait. C'est vraiment ce genre de scène et il y en a quelques-unes et c'est très très cool. Et même si ce qui a provoqué cette mort est quand même un énorme pompage du massacre à tronçonneuse de Marcus Nispel, mais c'est pas grave. Oui, il y a le même plan que dans exactement le même plan. Le je remake. Je me souviens pas. C'est la caméra qui passe à travers la Je l'ai revu le massacre à la tronçonneuse il y a pas longtemps. D'ailleurs, on l'a mal jugé en fait. Non, c'est pas mal. Il est cruel, très cruel. J'avais pas aimé moi. Mais il est sale. Il est très sale. Tu le sens. Vraiment, il est en odorama ce film pour moi. Il pue. Il est trop bien. Et Jessica Biel est mortelle. Je l'ai pas revu. Moi, ce qui m'avait énervé, c'était l'enfant de la famille, qui, comme c'est un enfant, il est forcément gentil. Oui, voilà, ça m'avait saoulé. Ça m'avait gâché un peu le film. En fait. Parce que je m'attendais justement à ce que le film se dise la cruauté, je vais vraiment l'amener jusque-là. Et en fait, il ne le fait pas. Ça aurait été plus logique. Et en plus, c'est ce petit con là qui est dans The Ring aussi, qui était dans tous les films d'horreur à l'époque, qui a vraiment une tête à claque. Pauvre. Je sais pas ce qu'il est devenu. Petit con, on va trouver ton nom, on va te balancer.
Mais voilà, non, Earth-Eyes, d'une efficacité redoutable. La photo puis est surtout, magnifique. tu crois à leur histoire d'amour. Oui, elle est super Il y a plein touchante. d'histoires Alors comme ça, qu'ils tu te dis, mais sont ça n'a aucun sens qu'ils tombent amoureux. Et là, Alors que même, en plus, physiquement, ils sont tellement stéréotypés. Ouais. Tu vois, l'actrice est géniale, mais Ouais. je me faisais la réflexion avec mon épouse avec qui j'ai regardé les films. Elle me disait, et j'étais complètement d'accord avec elle, elle disait, elle joue super bien, mais si je la revois dans un autre film dans 2 jours, je me rappellerai pas que c'est la même personne. ah ouais, Ouais, parce qu'elle a un physique hollywoodien typique, c'est vrai, passe-partout. c'est vrai. Je Alors l'ai vu dans tellement de choses que maintenant elle a je un l'identifie. timing mais- comique excellent. Et en plus, son personnage est super bien écrit. Ouais. Vraiment super bien écrit pour Ouais, le coup. J'avais un petit peu peur de ça au début, d'avoir encore la nouvelle. Ça se passe à Seattle, mais ça fait vraiment un peu la working girl new-yorkaise, un petit peu Exactement. dépassée, etc. Alors que lui est peut-être un peu trop détestable dans la première partie, je trouve. Ah, moi, je trouve pas Vraiment, je toute trouve la jamais partie où- détestable. Ouais, moi non plus. Toute la partie où il le reproche de l'avoir abandonné, j'étais en mode, mais gars. J'étais un peu tu d'accord avec elle, mais reproches d'ailleurs, elle lui dit. Hein. Mais non, mais attends, Il dit, bah ouais, je t'ai elle abandonné. essaie de se sauver sa vie. Ils se connaissent depuis 2 heures. Il lui reproche pas comme ça de l'avoir abandonné. J'avoue. Là, il m'énerve un peu, mais au global, je trouve leur histoire super touchante. Je suis Ouais. dedans et j'ai envie Ah, mais qu'ils passent leur vie franchement, dans le ensemble et qu'ils dernier fassent acte, des c'est bébés. ça. Dans le Parce dernier qu'en acte, plus, t'es ils sont complètement avec eux. putain de Mais trop ils sont beaux. magnifiques. Et, T'as envie de et- les regarder baiser, pardon, hein, mais. Non, mais clairement. Mais pour le coup, moi aussi, je l'ai regardé avec ma femme et elle a détesté. Ah Parce que, ouais. mais je pense qu'en fait, vraiment, en fait, elle aime pas du tout les comédies romantiques. Mais moi non plus. Et comme c'en est une qui assume d'en être une et qui va dans les tropes et tout, machin, et bah, elle a fait que lever les yeux au ciel en mode. Ah ouais, donc Elle vraiment, dit, elle bah, déteste. heureusement qu'il y a la partie slasher et que c'est un peu gore et tout, c'est cool. Mais la partie comédie romantique, genre, c'est pas possible, c'est Ah trop Je vous ouais. rappelle que gnangnan. votre mariage Alors- ressemble à une comédie romantique métal. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais... Ouais, mais il y a le Bah, mot on a vu métal. les Et images là, de il y a le votre mot mariage, slasher, hein. et du coup, Métal. ça sauve. Bah ouais, mais peut-être c'est parce que dans la vie, elle Parce est. qu'il y avait tellement d'amour à votre mariage que je suis désolé, mais c'était. On Ça se aurait voyait même vraiment sur les cru photos, une franchement, comédie romantique live. Quoi. Arrête. Après, vous êtes allé à Vegas et tout. Sérieux. Le road trip aux États-Unis, c'est pas un cliché de comédie romantique, ça? Si, clairement. Bon, alors. Bah du coup, je lui dirais que en fait, tu n'aimes pas les comédies romantiques parce Parce que que tu ta en vie vis en est une, une. voilà, c'est c'est pour ça, t'as Exactement. pas besoin de Voilà. voir ta vie à l'écran. en fait. Exactement. Même moins bien que sa vie. On regarde le cinéma pour voir mieux que sa vie. C'est Ouais, ça. donc si on Et là, voit ça moins peut bien, pas c'est égaliser. chiant Donc, de ouais. voir ça. Ouais, je Ouais. comprends. Mais du coup, j'ai vécu mon deuxième visionnage avec des toutes les 5 minutes et j'étais en mode ok, elle kiffe pas. Mais ça montre que vu qu'elle sait qu'elle kiffe pas les comédies romantiques, ça montre que bah du coup ça en est Bah, une ouais, à ouais. 100%. Clairement. Fallait regarder Bad Biology avec elle, du coup. Je pense qu'elle aurait pas kiffé, mais d'une autre manière. Non, mais vraiment. Et c'est vrai que, comme tu dis, t'as aussi pas énormément de choses à dire sur le film. À Ouais, part que parce c'est. ouais. C'est Si très vous carré, voulez c'est- un slasher et une comédie romantique dans un seul film qui respecte à la fond les 2 genres, mais en même temps qui les respecte aussi, mais qui les joue, je veux dire, c'est à 100% chacun Ouais. des deux. Il y a les clichés, mais en fait, justement, c'est la codépendance entre les 2 genres qui font que chacun des clichés est détourné. Ouais. Parce que oui, c'est mignon, mais putain, qu'est-ce que c'est gore en même Ouais, temps ouais, aussi. C'est ça, Quoi. c'est Et ça, les meurtres, c'est ça qui marche. C'est le tueur est ultra flippant, Ouais. ultra méchant. On parlera pas du dénouement, Non. ce qui est quand même un petit peu enfin si parlons-en quand même, mais enfin on va pas l'expliquer, mais c'est quand même le point faible du film. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Mais moi j'aime bien parce qu'il y a ce côté scream, il y a ce côté 90s, C'est vrai tu vois, que, de ouais. révélation de qui est le tueur. Ouais, mais bon. Et moi ça me fait, je sais pas, ouais, ça me fait parce penser que à le Scream truc et en tout, plus, ça me c'est fait qu'il y kiffer. a une révélation en 2 temps. Ouais. Ouais. Et la première, je me suis dit, ouais. Ah ouais. Parce qu'on sait pas. Oui. Ils voient le gars et ils Ouais. se disent, on connaît pas. Ouais. Et moi, ça m'allait très bien. Mais pareil. Mais ça m'allait très bien. Je trouvais justement que c'était un bon retournement Voilà, ouais, de ouais. tout le monde s'attend Oui. à ce qu'il y ait quelqu'un qu'on connaît Exactement. derrière. Et ah, c'est qui lui? Et puis Mais après, après, si le film s'était fini là-dessus, c'était un peu décevant, tu vois. Parce que oui, la scène finale dans l'église, elle est chambée. Elle est très, et il y a très un cool. meurtre. qui mais est la scène dans le Ouais. drive-in, elle est mortelle. Elle est mortelle aussi. Elle est mortelle. Bah, Il y a après, plus- oui, les meurtres finaux sont Ouais. excellents. Je suis Ouais. d'accord. Ouais. Et la scène d'intro aussi, elle est super. Mais Ah, puis même la scène ça finale, m'aurait le pas décor manqué. est trop beau et tout, donc. Et en plus, moi, je m'attendais en fait à ce que les tueurs ce soit une espèce d'armée d'incel. Tu vois, Big Brother au slasher. Comme et- le remake de Black Christmas. Voilà. Oui, sauf que c'est un film à chier, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, à part ce petit bémol pour moi du reveal qui est peut-être qui tient pas trop la route et qui est vraiment un peu easy, juste putain, il faut mettre des personnages, quoi. Ouais. Le reste, je trouve ça vraiment génial. Et en même temps, pareil, j'ai pas énormément de choses à dire si c'est quel putain de pied. Ouais. Ouais, Et, c'est euh, fun. fun. Et le film est très drôle parce Ouais. que Josh Ruben, Ouais. en plus, il vient de la comédie, Ouais. il faisait des sketchs sur internet et tout. Et du coup, le film, il y a quelques répliques qui font mouche. Et puis même, il y a plein d'idées de mise en scène sympa. Effectivement, la DA est folle, même en termes de photos et de Ah, la lumière. photo est magnifique. Dans le Très, parc très beau. et tout, là, mais Ouais, c'est c'est trop magnifique. beau aussi.
Et donc c'est classique sur les deux aspects, mais hyper bien fait sur les deux aspects, donc rom-com et slasher, et du coup le mélange des deux fait que c'est original en fait. C'est ça. Mais pris un par un, c'est pas forcément le film le plus original du monde, mais voilà. Et du coup le film fonctionne grâce à cette alchimie, quoi. Surtout maintenant qu'on a cette espèce de mode de ce que les gens appellent les elevated horror de mes couilles là, on a beaucoup de films qui traitent des trucs sérieux qui sont feel bad de ouf. Ouais. Et il y a de plus en plus là, ça commence à revenir les sorties de films où tu dis putain en fait c'est un peu fun. Feel good, en fait, ouais. C'est vraiment fun, l'horreur fun. Je pense que c'est un truc qui nous manque depuis quelques années, qui est en train de revenir péniblement, et ça en fait partie. Et Christopher Landon, clairement, il est dans une marque de fabrique de Christopher Landon. Exactement. Vraiment, des trucs pas prises de tête, mais vraiment hyper bien faits, tiennent la route, assez calibrés, qui prennent pas pour un débile. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Populaire mais très cool, quoi. Exactement. Et je pense que on parle beaucoup de l'aspect intellectuel de l'horreur, de tout ce que ça peut véhiculer, ce que je disais tout à l'heure par rapport au tabou, nanani, ça prend le pouls de la société, c'est hyper important là-dessus, mais à la base, l'horreur, on y vient aussi parce qu'on va avoir peur et parce que c'est fun, parce qu'on aime crier, on aime sursauter, on aime faire dégueulasse. Et du coup, faut pas qu'on oublie aussi cette partie-là de l'horreur, et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de soutenir des projets comme celui-là, parce qu'on a besoin de se marrer aussi, quoi. Et ça paraît très dommage que ça n'ait pas atterri dans les salles françaises. Mais c'est un super bon film de date, ça aussi. Mais c'est clair, ça mérite tellement plus de visibilité que ce qu'ils en ont fait là. Franchement, si vous avez un date bientôt, faites-vous un double feature Heart Eyes Spontaneous. Heart Eyes en deuxième partie. Bad biologie après avoir niqué. J'ai dit Heart Eyes. Oui, après avoir niqué Bad biologie. Parce que le lendemain matin, pour faire fuir la personne, si vous voulez pas qu'elle traîne chez vous pour le petit-déj. Et puis. C'est vrai que c'est tellement un film qui donne pas envie de niquer. Bad biologie. Non. C'est au début, tu fais. Mais comme quoi, ça et Nécromantique. Comme quoi. Nécromantique, c'est romantique quand même. Nécromantique, ça donne envie de niquer. Il y a des romantiques d'ailleurs. J'ai jamais osé. Écoute, on en a parlé dans ce podcast. Oui, j'ai choisi ce film pour. C'est son bas de biologie à lui. D'accord. Que pareil, il y avait Sophie Grech qui m'a déboîté d'une force. Et en fait, comme elle est trop forte et que c'est une journaliste ciné, ce que je ne suis pas, et j'avais pas trop les arguments en face de oui, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est ça. C'était un peu ça. Et je suis sorti parfois ça suffit mode, aussi. Putain, elle est trop forte. Et j'ai pas su défendre assez mon bout de gras. Mais Sophie, tu laisses Aurélien tranquille. Tu me laisses tranquille, Sophie Grech. Non, mais après, je pense que c'est important aussi d'entendre tout ça et de garder un. Moi, j'aime bien. Mais bien sûr. On a le droit d'aimer ce qu'on aime. C'est juste questionner pourquoi on aime et entendre pourquoi potentiellement ça peut poser problème. Mais après, t'as le droit de kiffer ce que tu kiffes. Exactement. C'est une bonne façon de terminer. Belle conclusion. En disant que l'horreur et l'amour peuvent cohabiter. Absolument. Nous en sommes autour de ce micro la preuve. Absolument. Car nous aimons l'horreur, mais nous ne sommes qu'amour. Oui. Voilà. Exactement. Et nous ne sommes qu'amour pour Shadows, et c'est pour ça que nous allons passer aux petites recos Shadows. Les transitions aujourd'hui, c'est transition, frère. Incroyable. Tu commences, je commence. Allez, je commence. Vas-y. Moi, je reste dans la légèreté. C'est pour te donner plus de temps pour réfléchir, Taous, parce que t'as oublié de te dire qu'il y avait une... Non, mais tu m'as dit, j'ai choisi, il faut juste que je retrouve le nom du réel, par contre. Du coup, moi, je vous conseille une exclusivité Shadows qui est sortie fin mai, qui s'appelle Onyx, the Fortuitous and the Talisman of Souls. Putain, j'ai presque tout à peu près juste sauf talisman, j'ai dit talisman. Mais sinon le reste c'était pas mal. Donc un film de Andrew Bowser. Andrew Bowser, c'est qui ? C'est un mec super sympa parce que j'ai eu la chance de le rencontrer aux États-Unis à Monsterpalooza, donc une convention, un salon d'horreur. Ouais, en fait, je parle de ce film pour raconter ma life. C'est surtout qu'en fait, je commence à comprendre. Tu as rencontré ta femme, tu l'as épousée juste pour pouvoir aller aux USA au moment de Monsterpalooza. C'est ça. J'ai tout compris, putain. Et donc qui est Andrew Bowser ? C'est à la base un mec. C'est le méchant dans Mario, non ? C'est pas le méchant dans Mario ? T'as dit le méchant ? Le méchant. J'ai foiré ma vanne juste parce que j'ai ma langue qui a fourché. C'est un mec qui a commencé sur internet. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Bowser Vids où il faisait des sketchs, et en fait il a commencé à créer un personnage récurrent qui s'appelle Marcus G. Trilbury. Et en fait le concept par lequel ce personnage vraiment a fait le buzz, le buzz. C'est qu'en fait français, ça, non, on enregistre à Roubaix. Il réalisait des fausses interviews dans des vrais reportages. C'est-à-dire que ce personnage de Marcus Chilbury était interviewé dans des reportages de faits divers. Par exemple, un des plus connus, la vidéo s'appelle Weird Arby's Guy, et en gros c'est l'histoire d'une bagnole qui a foncé dans un fast-food aux États-Unis. Il n'y a pas eu de mort, tu vois. Voilà. Et du coup, c'est un reportage télé, un vrai reportage télé qui est passé à la télé américaine, qui dit bah voilà, il y a une dame qui a foncé dans ce fast-food, ça a défoncé le mur et tout. Et lui, il joue un serveur, un mec qui bosse dans le fast-food, qui est interviewé
dans le reportage, sauf que son interview est fausse et elle est incrustée dans le vrai reportage, avec le même décor à peu près et l'habillage de la chaîne. Et donc ça, c'est son concept, il en a fait plusieurs, et donc c'est hyper drôle parce que le personnage, il est complètement à côté de la plaque. C'est une espèce de nerd hyper actif qui est obsédé par Satan et les sciences occultes et qui ramène tout à ça et qui est hyper mal dans sa peau et qui parle hyper vite. Et du coup, ça crée un décalage entre le ton très sérieux du reportage et lui qui dit de la merde. Il en a fait plusieurs comme ça, dont certaines qui ont fait plusieurs millions de vues. Et il a eu un petit buzz, en tout cas aux États-Unis. En France, ça nous est pas trop arrivé jusqu'ici, mais je vous conseille de les regarder. Il y en a 2 qu'on en a mis en bonus sur Shadows et c'est très très drôle. Et donc, il décide de faire un film avec ce personnage, donc de Marcus Tilbury, sauf que lui, ce personnage, il veut se faire appeler Onyx the Fortuitous parce qu'il veut partir en quête et faire des choses et combattre le mal. Et du coup, il se fait appeler comme ça. Et donc, le film, c'est lui qui interprète le perso, et tout comme dans ses vidéos. Et donc, il a fait un crowdfunding pour financer son film et tout. Et donc l'exercice, il est tricky parce qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait ce genre de choses et ça peut être compliqué de porter un concept de sketch en un truc plus long d'1h30, tout ça. Et là, je trouve que le film est pas parfait, mais ça marche assez bien. Il arrive à créer une histoire en reprenant en plus pas mal de trucs qu'il a installés déjà dans les vidéos, même si on peut tout à fait voir le film sans avoir vu aucune vidéo avant et avoir aucun contexte, hein. Là, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, son idée, c'était vraiment de faire un film sur ce personnage-là, qui part dans une espèce d'aventure où il est pris dans un manoir pour participer à une expérience avec un grand maître de l'occulte et tout, et avec d'autres gens, donc un peu d'autres nerds comme lui et tout. Et donc il a fait vraiment un film un peu dans cette vibe de vampire, vous avez dit vampire, chair de poule, les contes de la crypte, tout ça, très, très spooky, très Halloween et très drôle aussi, très années 80 dans l'esprit. Et je trouve que le film fonctionne assez bien avec voilà, des trucages old school, un casting d'ailleurs très, 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 très cool, avec notamment dans des seconds rôles Jeffrey Combs et Barbara Crampton, voilà, tout à fait. Donc le duo réanimateur qui est réuni à l'écran, ça fait très très plaisir, même si je crois qu'ils n'ont pas de scène ensemble, mais bref, voilà. Et si vous n'êtes pas agacé par le personnage de Onyx, qui peut être agaçant parce qu'il a une façon très spécifique de parler et il a des catchphrases qui reviennent tout le temps et il est super chelou, si vous, comme moi, il vous fait marrer, vous allez passer un super moment. Si vous rentrez pas dans le délire, vous allez passer pas un super moment du coup, et ça peut vous agacer. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, pour finir, j'ai eu la chance d'interviewer Andrew, maintenant c'est mon pote, Andrew Bowser sur son film à Monsterpalooza, et l'interview elle est dispo sur nos réseaux sociaux et sur la fiche film, et du coup il parle de tout ça, du personnage, comment il est né, de comment il a réussi à faire le film, comment il s'est battu pour qu'il voit le jour et tout. Donc c'est super intéressant et il était super cool, et voilà, j'aime beaucoup le film, je vous conseille Onyx the Fortuitous. C'était hyper long, je suis désolé. Très bien, eh bien allez voir Onyx the Fortuitous, que je n'ai pas vu, mais que j'ai très envie de voir parce que le peu que j'en ai vu m'intrigue beaucoup. Taous ? Oui. Go. Oui. Moi, je vais faire une reco rétro, qui est donc La Nuit déchirée de Mick Garris, qui est adapté d'un roman ou d'une nouvelle, je ne sais plus d'ailleurs. Non, je crois que c'est un scénario original. Oui, c'est scénario original, c'est ça. Scénario original de Stephen King, un des rares qu'il a fait. Il me semble, je dis peut-être une bêtise. Non, mais si, je crois que tu as raison. Je crois que c'est ça le. Non, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Il me semble. Qui est donc une histoire de. J'allais dire de loup-garou, mais non, de chat-garou. Avec Brian Krause et Matt Chanamick. Matt Chanamick qui joue donc une jeune femme qui a des nouveaux voisins. C'est un jeune homme et sa mère qui sont charmants au demeurant, et puis en fait très chelous, très fusionnels. Et elle tombe amoureuse de ce jeune garçon, union qui n'est pas vue d'un très bon œil du côté de la daronne. Et voilà, et elle découvre que ce ne sont pas vraiment des humains. Il n'y a pas grand-chose, là encore, de plus à en dire, parce que c'est vraiment un film purement années 80, avec des effets spéciaux des années 80, mais que je trouve, il fait pas cheap. Je trouve que ça se voit que c'est une vraie prod. Je trouve la photo est très belle, les couleurs sont très belles. Je trouve que c'est vraiment une espèce de shot rétro de quand on veut se faire un truc très fin 80, début 90. Oui, c'est même 90 d'ailleurs. Plus 80, ouais, 92. C'est 92. Ouais. Voilà. Donc quand on veut retrouver un peu la vague Twin Peaks, chez Matt Chanamick, c'est en moins intellectuel, en plus teubé, mais très marrant. Ouais, puis vraiment B hollywoodien de l'époque. Il y a des caméos de ouf. Ouais. Ça vraiment, c'est Clive Barker. C'est tous dans la même scène, en fait. Une scène dans un cimetière avec Clive Barker, Toby Hooper, Stephen King, et je sais plus qui d'autre encore. Mais surtout, c'est vraiment, c'était ces films du milieu, en fait, qui avaient plus vraiment, quoi. C'était des budgets raisonnables pour faire des films d'horreur qui sont des films d'horreur assumés. Mick Garris était en plus très, très lié à Stephen King parce qu'il a adapté beaucoup de King à l'écran. Et puis après, il initiera
la série des Masters of Horror. Et Nono, moi je l'ai vu en salle, j'en garde un grand souvenir à sa sortie. Je vieillis à chaque fois. J'ai bientôt arrivé aux 80 là. Et c'est pas un grand film, mais c'est aussi un film en plus étonnamment borderline, notamment dans la relation mère-fils, qui va loin. Parce qu'elle pourrait n'être que suggérée. Mais non, c'est très très bizarre. Très, très puis c'est un vrai film d'horreur qui a ses moments bien flippants. Puis vraiment, comme tu dis, c'est un film de communauté en fait. C'est le genre de film, quand tu es fan d'horreur et quand tu connais bien l'horreur, ça fait partie de ces œuvres où tu sais, t'as une espèce de tableau dans ta tête avec des fils rouges qui se. Pour moi, ce film, il est dedans parce qu'effectivement, il y a des caméos de bidule, il y a le scénario de machin, il y a telle actrice qui était dans tel truc, il y a Mick Garris qui a fait tout ça. En plus, Mick Garris, Masters of Horror, pareil, là, c'est un truc de communauté énorme il y a à boire et à manger là-dedans, il y avait du bon et du mauvais, mais il y avait quand même ce truc de putain, retrouver tout le monde rassemblé. Et ça, pareil, on n'a plus trop vraiment de trucs comme ça. Non. Il y avait des séries documentaires aussi pendant quelques temps. Là, d'ailleurs, il y a Shudder qui a fait Horror's Greatest. Je crois que c'est la deuxième saison. Oui, ça c'est pas mal. Il y a l'In Search of Darkness, il y a des trucs comme ça. Ce genre de trucs où c'est cool de les voir tous intervenir, se répondre les uns les autres, même s'ils sont pas ensemble. On n'a plus énormément de trucs comme ça. Et voilà, moi, ça fait vraiment partie des films qui expliquent mon amour de l'horreur et qui sont des moments marquants de je comprends pourquoi j'aime l'horreur, parce que c'est pas juste pour le film, mais c'est pour tout ce qui représente le truc dans lequel il s'inscrit, qui est dedans, qui est derrière, etc. Ce qui raconte aussi du fantasme adolescent, de l'amour de l'étranger mystérieux, de tous les dangers que ça recèle. Puis Matt Chenamy qui est sublime. Et voilà. Elle est incroyable. Et puis quand il est en chat, il est en chat, Krause. Moi j'aime bien. Puis les trucages des morphologies qui changent là et tout. Oui, ça fait penser au vieux clip de Michael Jackson. Oui, parce qu'il y avait les premiers morphings, parmi les premiers morphings dans ce film, c'est clair. Comme attends pour faire la maison avec un simple prompt. Il y a Ron Perlman aussi. Ouais. Le monde a bien changé, mes amis. Reformer des familles là, de l'horreur. C'est clair. C'est vrai que tout le monde est dans son coin maintenant. Il y a Jordan Peele qui essaie Jordan Pym. Peele dans le film de Laurent là. Qui essaie de faire un peu des trucs comme ça et tout. On est arrivé à 1h30, c'est bien le signe. On est arrivé à 1h30 d'émission, c'est bien le signe que ça y est, ça part. En plus, il fait une chaleur. C'est horrible, il faut que j'aille chercher ma fille de toute façon. Vas-y, fais-nous ta reco. Dépêche-toi, ton film de merde là. Eh bien, c'est une exclusivité Shadows, figure-toi. Voilà. C'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Shadows qui s'appelle A Desert. Mais le même jour qu'Onyx. Voilà, tout à fait. Et c'est pas fait exprès d'ailleurs, j'ai pas fait exprès. Et c'est un thriller néo-noir, border horrifique qui se passe dans le désert californien. Sur un photographe qui essaye de reconstruire un petit peu sa carrière. Il a été rendu célèbre quand il était plus jeune par un livre de photos qui suivait un courant de photographes qui s'appelait New Topographics, qui faisait des photos de paysages vides américains où il n'y avait pas d'humain, mais en revanche il y avait toujours la nature plus une construction humaine typiquement américaine et qui montrait un petit peu l'échec de l'invasion de la nature par l'humain américain moyen. Et donc voilà, il veut absolument essayer de retrouver un peu cette vibe, et donc il va explorer les coins les plus reculés du désert américain ou avec les villes désaffectées, etc. Et il va rencontrer les mauvaises personnes au mauvais endroit. Et je peux pas trop vous en dire plus. Voilà, c'est un premier film d'un réalisateur qui s'appelle Joshua Erkman, qui était photographe, qui a eu une formation de photographe, et ça se sent à la fois dans les sujets du film et aussi dans son esthétique. C'est un film assez, on va dire, au croisement entre Lynch, Tendance Lost Highway et Psychose. On peut un peu le décrire comme ça, avec vraiment une ambiance à couper au couteau, une structure assez particulière, des très jolis personnages qui vont tous se croiser dans ce petit coin d'apocalypse qui a lieu depuis longtemps déjà en fait, et qui est vraiment un film sur justement cet échec de cette Amérique qui a voulu conquérir une nature et créer des espèces de petites villes idylliques comme ça, et qui se sont tous retrouvés à être des expériences sociales complètement foirées parce que les politiques n'ont pas suivi, parce que les industries n'ont pas tenu le coup. Ça fait partie de ces films qui ont des ambiances de post-apo mais qui n'en sont pas techniquement. Et voilà, et c'est assez cauchemardesque, en même temps assez touchant et en même temps assez réflexif sur les images. C'est violent ? Non, mais quand ça l'est, ça l'est. Sur la fin, en fait, il y a des pics de violence, mais il n'y en a pas des masses. Voilà. Mais ça devient assez glauque dans l'idée. Toute la partie est assez glaucasse.
Ouais, Ok, voilà. mais c'est pas Bon Tomahawk, quoi. Non. Ok. Non. Et très bon casting avec notamment un couple de méchants qui est assez spectaculaire, qui est incarné par. Alors attends, j'ai mis sur mon téléphone parce que l'ordinateur est trop. C'est Ashley B. Smith Ashley Smith et Zachary Ray Sherman, qui est un sont... acteur qui est en train un peu de plus en plus être présent dans les films d'horreur un peu indé et tout, Là, et qui est très très cool. Terrifiant de méchanceté, tu le vois à l'écran, tu le vois arriver, il s'exprime, il parle, tu te dis toi, mais tu es sale et tu vas faire des trucs dégueux. J'ai vu un film là récemment où il joue un espèce de stalker mascu horrible, et vraiment il est atroce quoi, mais il joue trop bien. C'est quoi le film ? Je vais pas le dire parce que c'est un film pour lequel on est en train d'essayer d'acheter. Tu me diras en off. Ouais. Et voilà. Et donc, je vous conseille le film. On avait eu la chance de rencontrer Ashley Smith et le réalisateur Joshua Hartman qui était venu présenter une avant-première du film à Paris il y a un petit mois à peu près, un peu moins. Et ils sont très très gentils. En plus, ils sont prêtés au jeu des questions-réponses avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'était très cool de les rencontrer. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu Le Désert, je vous le conseille. C'est vraiment une proposition de ciné qui est très 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 séduisante, intéressante. Vous pouvez ne pas aimer, mais en tout cas, vous pourrez pas dire que vous n'avez pas vécu une petite expérience. Voilà. Et sans que c'est pas trop méchant non plus, hein. C'est pas c'est pas extrême, hein. Mais il y a vraiment une ambiance poisseuse qui peut vraiment te choper quoi. Voilà. Eh bien nous avons fini de parler d'amour un petit peu, hein. On va revenir à des choses plus méchantes la prochaine fois. Non, en plus non, même pas. En plus le prochain sujet va aussi mêler magie et horreur un petit peu. En tout cas, on va le faire avec les yeux écarquillés, mais avec un petit peu. Et promis, il arrive plus rapidement. Et voilà. On l'enregistre la semaine prochaine. On va pas vous dire mieux. Voilà. Donc ça va arriver vite. Merci Taous pour ton retour, et puis c'est pas la dernière. Ah bah j'espère sûr. Quand vous voulez. Et puis voilà, tu nous enverras dès que possible un petit exemplaire de ton livre pour qu'on puisse. Le 10 octobre et non pas le 20. Voilà le 10 Il s'est trompé Laurent tout à l'heure. Vous l'aurez peut-être en avant-première, je vous mettrai dans le service presse. Voilà, qu'on puisse construire en effet une petite émission autour, parce que c'est un sujet, et je trouve ça intéressant. Ce sera la première fois qu'on construira une émission autour d'une thématique, liée à l'horreur, mais qui est une thématique plus sociétale, plus de vision de l'horreur qu'on peut avoir, et aussi dans quelle position ça nous met quand on aime l'horreur. Voilà, donc je pense que ça sera un exercice un peu différent, mais ça serait intéressant de monter une émission autour de ça. On va s'y atteler. Plaisir. Voilà, sauf si le livre est nul. Voilà. Ouais, du coup, vous serez super occupé. Voilà. On essaiera de trouver une date et on ira. Je te rappelle, octobre, c'est parfait. C'est le moment où on a zéro time. Oui, en plus, c'est vrai qu'en octobre, on n'est pas du tout occupé. Donc, Très bien, voilà. Et merci encore. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt.